Bon, les gars, il fait affreusement chaud. Je suis en train de subir. Comment ça va, Moss? Eh ben, écoute, ça va bien. J'ai chaud aussi, hein, mais je pense que je suis un petit peu plus habitué parce que chez moi, il n'y a ni clim, ni ventilo, ni rien du tout. En fait, le mec vit dans un carton, sous une tôle à côté du périph'. Tout va bien, c'est merveilleux. Écoute, là, j'avoue que moi, je commence à développer des stratégies de fou. Tu vois, genre à base de pain de glace qui sont au frigo pendant que d'autres pains de glace me rafraîchissent. Enfin, c'est n'importe quoi. Il y a mon ventilateur qui tourne, donc les gens qui râlent pour le son pourront râler pour le son, ils seront contents. Et puis quelque chose me dit qu'aujourd'hui tu as prévu un petit sujet qui d'une certaine manière rebondit avec ces aléas climatiques. Alors, quand j'ai réfléchi un peu, je me suis dit qu'on n'avait pas beaucoup parlé finalement d'exotisme en littérature, et je me suis dit que c'était un sujet qui pouvait ouvrir plein de perspectives, parce qu'à la fois on peut en parler sur le roman, il y a plein de romans qui se passent dans d'autres pays, il y a tout le côté un peu les chroniques, les gens qui ramènent des récits de l'étranger pour expliquer comment ça se passe ailleurs. Il y a aussi le pastiche, il y a tous enfin, on pourrait prendre l'exemple des lettres persanes, plein de gens qui s'imaginent ce que d'autres personnes verraient sur nous, etc. Et j'ai trouvé que c'était un sujet assez fécond et que du coup ça rimait un petit peu aussi avec ce côté, comment dire, cette odeur de vacances là qui se profile pour l'été, et puis ce parfum de chaleur un peu torride qui fait très exotique par certains aspects, c'est-à-dire qu'on pourrait se croire au milieu des tropiques. Tout à fait. Alors j'ai envie de dire allons-y quoi, et en plus j'ai envie de dire aussi aux gens que c'est l'occasion rêvée de leur annoncer qu'on va faire une petite pause estivale. Alors pas après cet épisode-là, mais bientôt. Ils n'auront pas de podcast, ils n'auront que les rediffs des anciens podcasts pour s'occuper cet été. Mais je crois qu'il est important qu'on se ressource un petit peu. Là, je crois qu'on a donné quand même ces derniers mois, et il est temps de se reconcentrer un peu. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, et puis surtout c'est l'occasion, en fait, d'être curieux, de prendre le temps en fait de juste parcourir le monde, lire des bouquins qui nous plaisent, profiter de la vie. Enfin, voilà, vos créateurs préférés, ils ont aussi besoin de se reposer une fois de temps en temps. Ouais, il fait 40 degrés, le mec devient lyrique, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on balance un petit générique ou est-ce que tu as quelque chose à dire sur la canicule chez Roger Scruton? Roger Scruton, c'est terminé. Non, Ce que j'ai prévu de faire cet été, c'est de boucler la traduction du livre de Chesterton sur l'eugénisme, dont j'avais brièvement parlé dans une précédente émission. Alors je sais plus, je crois que c'était il y a 2 ou 3 podcasts. Plus que ça, il y a 4 ou 5, je pense. Ok, et voilà, donc c'est ça qui est mon plan de cet été. Et même en vacances, le mec bosse quoi. Même en vacances. On va fignoler les livres de Roger Scruton parce qu'il faut les envoyer à l'imprimeur rapidement, puisque vous avez été assez nombreux à les commander. Et on vous les enverra, je présume, au tout début, à la rentrée, en gros, début septembre, début octobre, si jamais on a du retard à cause des... Parce qu'en général, toi-même tu le sais, hein, mais c'est la rentrée littéraire, ça fait des retards chez les imprimeurs en général. Donc... C'est très très compliqué, ouais. Ici, il y a des stades où il y en a certains qui payent les imprimeurs pour qu'ils aient des coupe-fils et qu'ils leur passent devant. Enfin voilà, tout ça est une mafia bien gardée. Donc écoute, c'est très prometteur, je suis très très content. Je vous souhaite plein de succès pour ces envois. Alors c'est la partie la plus détestable, celle que personne ne voit, celle que personne ne comprend. La logistique. La logistique, exactement. La logistique, c'est vraiment le truc indispensable, mais qui n'intéresse pas les gens qui sont épris de littérature, de philosophie, etc. Parce que c'est le contraire d'une idée sublime et vaporeuse, d'une abstraction magnifique. C'est à un moment il y a du j'allais dire du Chesterton, non, du Chatterton, du carton, des étiquettes. Enfin voilà, c'est tout un bordel. Donc écoute, bon courage pour ça. Moi, je suis très content de pas avoir à le faire. Quelque part, tu sais, ça fait partie de cette longue liste de choses que les gens ne remarquent que par la négative. C'est-à-dire que c'est exactement comme le son de ce podcast. Il y a personne ça va hurler. Il est incroyable le son de ce podcast. J'ai tellement envie de m'abonner, de le partager à tous mes potes. Ça arrive rarement. On lit quasiment jamais ce commentaire. Par contre, si jamais il y a un petit bruit de ventilateur, on va avoir 15 gars pour le signaler. Ouais, exactement. La logistique, c'est pareil. En fait, personne va te dire c'est super, bravo, franchement, livrer un bouquin en une semaine d'un bout à l'autre de la France, c'est un sacré exploit. Ou du monde, parce que t'as envoyé déjà, je sais, des livres dans des pays étrangers, voire même sur des continents étrangers. D'ailleurs, moi, je l'ai fait encore, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière. C'est quand même bien, quoi. Quand le lundi, on te passe une commande et que le vendredi, le mec te dit putain, mais j'ai le bouquin chez moi, tu dis ah ouais, il y a combien de fuseaux horaires déjà là? C'est
quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Voilà, et surtout, en fait, il y a le côté, il faut être performant dans la continuité. C'est-à-dire que c'est pas un truc, genre, t'as jamais de répit, en fait, quand tu fais ça. C'est-à-dire que les gens, ils commandent tous les jours, ils s'attendent tous les jours à ce que leur livraison soit faite une semaine après. Donc, réussir à tenir cette cadence dans la durée, c'est en soi pas facile. Et ça fait partie des choses que les gens vont remarquer que quand ça marche pas bien. C'est-à-dire que le jour où ils vont avoir 15 jours sans avoir reçu leur bouquin, ils vont t'envoyer un mail en disant attendez, je comprends pas, j'ai passé la commande, j'ai pas eu, etc. Et au passage, je pense que comme chez toi, on bosse beaucoup le SAV, donc en gros, tout ce qui est les demandes des gens, les questions, etc. En général, les gens, ils ont des réponses très très vite. Oui, moi aussi. En fait, c'est très rare. Si vous écrivez au SAV, alors si vous écrivez évidemment un samedi ou un dimanche, ça peut être plus long, ou même un lundi, mais globalement, si vous écrivez en semaine à la Giberne pour une question de SAV, vous avez votre réponse dans la journée, sous 2 jours grand maximum. Et effectivement, si jamais ça n'arrive pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose dans votre question qui nécessite qu'on mette plus de temps, ou alors c'est que votre question n'est pas arrivée, elle peut être arrivée dans un spam, vous pouvez avoir écrit à une mauvaise adresse, vous pouvez vous être raté, il peut y avoir un bug technique, je ne sais pas, mais voilà, normalement on répond à tout le monde et on traite toutes les questions, donc voilà, faut pas paniquer, quoi. Et sur ce générique, et puis on va pouvoir parler un petit peu d'exotisme après. Yalla. Regagnez le carré. Bon alors vas-y, comment tu voulais cadrer ce sujet? C'est la grande question que tu me poses d'habitude, donc là c'est hop, contre Uno, c'est moi qui te dis comment tu veux cadrer ce sujet. Il fait trop chaud pour mon logos, voilà, je ne suis pas prêt. Alors écoute, je sais pas, au tout début en fait, je me suis dit... Au commencement était le verbe. Sur la chaleur en littérature. Chiant à crever. Mais je me suis dit, non, ça marche pas trop en fait. Il y a Saint-Exupéry, il y a quand même des trucs à dire, mais si on aurait pu, mais voilà quoi, c'est pas voilà. Après je me suis dit en fait que quelque part, la chaleur en littérature, elle intervenait surtout dans des endroits exotiques, lointains. Pas dans le Cotentin, effectivement. J'ai pensé à l'Atlantide en fait, tout de suite, ça a été un de mes premiers... Alors on n'est pas chez Xénophon, mais pas loin. C'est tombé juste à côté, quoi. Pierre Benoît, pourquoi moi, l'Atlantide, t'es obligé de penser à Platon quand même, c'est la base de la base. Écoute, tu voulais qu'on parle un peu des mythes exotiques et orientaux et de la chaleur dans l'Antiquité, parce que toi qui aimes bien Xénophon, dans l'Anabase, c'est un sujet qui est quand même très récurrent, la chaleur, tu vois, les marches à rassembler dans le désert, les comment dire, le climat aride, dans la Bible aussi. Voilà. Je pense en fait dans l'Antiquité d'une manière générale, c'est un thème récurrent parce qu'en Méditerranée, il fait tout le temps chaud en fait. Ouais, c'est ça. Puis les mecs qui sont pas dans la Méditerranée, si tu veux, c'est pas l'Italie ou c'est pas la Provence, c'est la Méditerranée, côté le plus désertique, côté Israël, Palestine, Liban, Turquie, Grèce. Enfin, c'est des endroits, si tu veux, le taux d'hydrométrie au siècle est égal à 2, si tu veux. Voilà, donc c'est pas terrible. Alors, je sais pas, mais en Grèce, toi, t'avais des souvenirs en particulier de certains épisodes qui étaient plus chauds que d'autres. Moi, je me rappelle d'une adaptation filmique. Oula, plus chaud que d'autres en Grèce, si tu veux, ça renvoie à certaines pratiques qui ne sont pas dans mon arbre de compétences, si tu veux. Donc là peut-être que toi, t'as des choses à dire, je sais pas, hein, mais moi, je vais m'abstenir sur ce coup-là. Oh non, mais je pensais chaud dans le sens température météorologique, monsieur. Voyons. Quelle insinuation douteuse est-ce que tu essayais de faire? Qu'est-ce que je peux te dire? J'ai parlé un peu de Xénophon, on pourrait parler évidemment, t'as cité les chroniques, c'est vrai que c'est un genre littéraire qu'on oublie toujours parce qu'il est au croisement avec l'histoire. Il y a quand même l'histoire légendaire du soldat de Marathon, tu sais, qui est mort de surchauffe en fait. Le mec a fondu. D'épuisement et de chauffe. Exactement. Ouais. Alors pour la petite histoire, hein, c'est donc un messager qui a été envoyé à Athènes pour prévenir de la victoire grecque à Marathon, et le frérot a couru avec son armure pour annoncer la nouvelle, et il est mort d'épuisement en arrivant, parce qu'évidemment courir quand il fait 50 à l'ombre n'est pas une idée extrêmement porteuse. Voilà, je prédis pas un grand avenir, comme dirait l'autre. C'est pas recommandé, tu vois. T'appelles le numéro vert canicule, tu leur dis bonjour, est-ce que je peux me taper 60 km en plein cagnard? Les mecs te disent non, mauvaise idée. Voilà. Alors hydratez-vous. Tu sais que j'ai appris, alors du coup évidemment les marathons viennent de là parce que la distance à parcourir c'était 40 km, et alors j'ai appris un truc de zinzin, c'est qu'il existe un truc pire que le marathon qui est le Spartathlon. Alors c'est
c'est un peu la même chose, mais en gros. T'as des Ironman, t'as des trails, t'as plein de trucs aussi. En fait, le Spartathlon, c'est le même principe, c'est que normalement, tu pars du site de la bataille de Marathon et tu vas jusqu'à Sparte, parce que c'est ce qu'a dû faire le messager qui est allé à Sparte. Sauf que, je te raconte l'histoire de ce truc, c'est que c'est tellement hardcore, parce qu'en fait, il y a des montagnes et tout, et les derniers virages, c'est des virages de montagne et tout, c'est intenable. Et en fait, jusque dans les années 30, on pensait que c'était physiquement pas faisable, en fait, de le faire en mode course, en fait, que tu t'allais crever, quoi. Et après la Deuxième Guerre mondiale, j'ai appris que les Britanniques avaient pris genre 15 ou 20, je sais plus, de leurs meilleurs SAS, et qu'ils les avaient envoyés faire le test, et qu'il y en a, en gros, quasiment tous ont réussi à finir, avec des temps plus ou moins bons, mais qui se sont tous fait mettre la misère. Mais quand je te dis la misère, ça se compte en heures de décalage, hein, par un jeune berger du coin, qui a tellement mis la misère la première année qu'ils l'ont disqualifié en mode frérot, t'as triché, t'as pris une bagnole, t'as pris un vélo, je sais pas, mais t'es arrivé trop longtemps avant des mecs surentraînés qui ont gagné contre Adolf Hitler, en fait. Donc il y a un problème, si tu veux. Et du coup, la deuxième année, il a reconcouru plutôt, le mec, et il a regagné. Donc évidemment, il avait des dispositions, voilà. Donc il y a un peu de sélection génétique dans la capacité à faire ce genre de choses. Et les Anglais sont des mauvais perdants, mais ça on le savait déjà. Je pense qu'en fait c'est aussi la capacité du corps à supporter la chaleur est pas du tout la même, en fait, en fonction des. Il y a des endroits où je pense que, enfin, je sais pas si génétiquement c'est le cas, mais en tout cas t'as des gens qui sont plus habitués que d'autres à courir quand il fait hyper chaud. Ouais, bien sûr. Mais ne serait-ce que même, je sais pas si alors là je fais un grand bond dans le temps, mais je sais pas si t'as lu l'histoire de, tu sais, à la recherche de Livingstone. Tu sais j'ai plus son nom. Cet explorateur qui du coup a été chargé de retrouver, tu sais, c'est le fameux docteur Livingstone, je présume. Donc au moment de la colonisation de l'Afrique, mais on est au 19e siècle. Et en gros, le docteur Livingstone a disparu dans la région des Grands Lacs. On ne sait même pas que ça existe, en fait, la région des Grands Lacs à l'époque. C'est vraiment de l'Afrique la plus impénétrable. On sait pas ce qu'il y a à cet endroit-là. Il y a vaguement des tribus arabes plus ou moins fourbes, tiens, qui font le lien avec les comptoirs tenus par les Occidentaux sur la côte. Et en fait, il y a donc cet explorateur, son nom va me revenir, hein, qui est chargé de retrouver Livingstone, ou de savoir au moins ce qui lui est arrivé. Et en fait, il part avec une petite troupe où il y a des Écossais, des Gallois, enfin, il y a pas mal d'Européens de l'Ouest. Et en fait, à la fin, il va être littéralement le seul survivant blanc de cette expédition. En fait, les autres qui sont avec lui sont des rebeux, c'est des Renois qu'il a rencontrés sur le trajet, c'est des potes à lui. Et il va retrouver Livingstone qui est vivant. Mais en fait, c'est un monde qui est tellement âpre et qui est tellement violent que entre les prédateurs, les éléments naturels, la chaleur, les maladies, les infections, etc., en fait, tout le monde crève. Et c'est sans compter sur la malveillance des tribus locales. Donc ça, évidemment, mais ça se dit comme un grand roman d'aventure, tu vois. Là, on est un peu comme dans la chronique, avec des trucs de la réalité qui sonnent romanesques tellement ils sont incroyables. T'as son nom? Tu me fact-check en direct? Alors attends, le livre, c'est le livre de Henry Morton Stanley. Morton Stanley, voilà, c'est ça, exactement. Oui, c'est Stanley qui recherche Livingstone. Voilà, c'est ça la fameuse. Voilà. Et donc il y a le Congo, le Zanzibar, le lac de Tanganyika. Voilà, alors pour la petite histoire, voilà, pour ceux qui n'ont pas vraiment pas l'histoire jusqu'au bout, c'est qu'il va retrouver Livingstone. Il va se retrouver dans une tribu où il y a que des Renois et un blanc, et il va s'approcher de lui au milieu de rien, et il va lui dire: Docteur Livingstone, je présume. Bah oui, tu présumes bien, parce que si tu veux des blancs dans le coin, à l'époque il y en a pas deux. Enfin, il y en a littéralement deux, parce qu'il y a lui, mais voilà quoi. C'est la fameuse phrase qui est passée à la postérité, qui est complètement apocryphe, mais qui est passée à la postérité. Voilà. Et bah écoute, ça nous permet peut-être de parler un peu de Robinson Crusoe aussi, parce que je crois savoir que c'est un texte qui t'a plu, ça. Ouais, j'aime beaucoup. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps dans un marché aux puces en édition Jean de Bonneau en 3 tomes. Ouh, monsieur ne se refuse rien. Bon, je l'ai eu pour une bouchée de pain, je t'avoue. Je crois que le gars m'a bradé les 3 tomes pour 20 balles, alors tu sais, ça va. Le frérot ne sait pas ce qu'il vend, en fait. Ouais, et pourtant, honnêtement, Jean de Bonneau, tu peux pas dire, genre, ça se voit dessus, quoi. Ouais. Je comprends même pas comment tu peux te rater sur un truc comme ça, en fait. En fait, si tu veux, c'est comme quand tu t'intéresses à certains trucs, genre, je sais pas, les montres ou les fringues ou ce genre de choses. Parfois, t'as des trucs tu vois pas trop que ça vaut aussi cher que ça, tu vois. Tu vois pas trop que certaines chemises de marque ou certaines montres de marque, elles valent si cher que ça. Y a rien qui, fondamentalement, qui justifie le prix d'une chemise au-dessus de, je sais pas, 200 balles, tu vois, ou le prix d'une montre au-dessus de 10 000. Je veux dire, factuellement, tout le reste, c'est de la marge, c'est du prestige, c'est du bien positionnel, mais c'est pas la réalité profonde de combien ça coûte, ou alors dans des cas vraiment très très rares, même quand il y a des matériaux précieux ou des fabrications particulières qui entrent en jeu quand même. En tout cas, bref, donc je suis très content de l'avoir. C'est pareil, moi j'avais beaucoup aimé la version un petit peu reprise de ce mythe, on va l'appeler comme ça, parce que c'est un peu un thème qui a été repris dans plusieurs déclinaisons. Ça se base sur une histoire vraie. Vendredi ou la vie dans les bois, là, Vendredi ou la vie sauvage. Je crois qu'il y a même 2 versions de ce texte, si je me trompe. Ou Vendredi ou les limbes du Pacifique, je sais plus combien de versions. Il y en a plein, j'avoue que je me suis toujours un peu embrouillé dans cette histoire-là. Est-ce que tu as déjà envie peut-être de résumer un peu ce qu'il en est pour les spectateurs qui auraient juste entendu sans connaître bien, parce que c'est
c'est quand même une histoire qui est incroyable. Bah, en fait, c'est l'histoire d'un marin qui s'échoue sur une île déserte et qui n'a littéralement plus rien, qui n'a aucun moyen de contacter le reste du monde. Ça se passe au XVIIIe siècle, hein, c'est ça qu'il faut dire aussi. C'est ça, pardon, oui, c'est peut-être le plus important, effectivement. Et qui se retrouve du coup avec des débris de bateau sur une petite île déserte. Et en fait, il doit reconstruire la civilisation. Et en fait, c'est cet aspect-là qui est peut-être l'un des plus intéressants. C'est que, bon, bien sûr, au début, il est un peu abattu, il se dit mince, qu'est-ce que je vais faire, machin. Et puis au bout d'un moment, tout de suite, tu as des questions de survie instantanées qui se mettent en branle parce que, en fait, tu peux pas attendre tout seul sur une berge pendant un temps infini. En fait, tu as des problématiques comme la soif, la faim, les animaux sauvages, des choses. Et puis, alors, en fonction des versions, dans le cas du texte Vendredi ou les limbes du Pacifique, de mémoire, il y avait du coup ce fameux Vendredi qui était un sauvage qui habitait dans le coin. Ouais, je crois l'histoire c'est qu'il se rend compte parce que c'est un sauvage qui a des problèmes avec une tribu locale et qui est sur le doigt de se faire hacher menu et il intervient pour le récupérer, tu vois. Il fait une bonne affaire. Voilà, fondamentalement c'est un peu ça et ça devient son pote. Ça devient son pote et après il y a une bromance qui se déclenche et j'ai pas envie d'aller spoiler plus que ça en fait. Tout à fait. Je trouve que c'est ça qui est intéressant en fait, c'est un peu ce côté-là. C'est un peu il y a eu pas mal d'adaptations on va dire télé-réalité de ce genre de concept, tu sais les îles de la survie, Koh-Lanta, machin. Donc c'est un peu l'ancêtre on va dire littéraire de tout ça et il y a cette question un petit peu moi que je trouve assez fascinante un peu du reset complet, c'est-à-dire que tu arrives et tu repars vraiment de zéro et en gros la question c'est comment tu t'en sors tout seul en partant de 0-0. C'est ça qui est vraiment intéressant effectivement. Et d'ailleurs c'est fascinant parce que je sais pas si tu sais mais c'est tiré d'une histoire vraie, mais d'ailleurs en réalité de plusieurs histoires vraies mais surtout d'une en particulier et en fait c'est le gars, tu peux visiter encore sur une île très très reculée l'endroit où il a vécu, la grotte dans laquelle il a vécu. Je savais même pas qu'il y avait encore un truc. Quand je dis visiter, crois pas que c'est une visite guidée, je sais pas quoi, hein, c'est un truc où tu prends un bateau pour aller sur une île et tu prends un deuxième bateau pour aller sur une île. Enfin, j'ai vu une fois il y avait une vidéo YouTube d'un mec qui justement, je crois que c'était un Américain qui faisait le déplacement et en fait le voyage en lui-même pour y aller était déjà franchement même un peu périlleux par certains aspects quoi. Il y avait des 30 heures de bateau, des machins comme ça, c'était un peu n'importe quoi et en fait ça m'a fasciné parce que quand j'ai vu ça, j'ai pensé, alors là tu vas me dire quel rapport, j'ai pensé à Adam Smith parce que tu sais dans les théories d'Adam Smith, il y a cette idée que même le plus pauvre des travailleurs journaliers écossais, en fait il a une pipe, il a du tabac, il a des vêtements, etc., qui serait incapable de fabriquer lui-même puisque lui en fait il s'est spécialisé, il s'est concentré dans une activité économique qui est de, je sais pas, de ramasser du blé par exemple ou des pommes de terre. Et en fait si tu veux, tu vois que quand un homme se retrouve tout seul, sans civilisation, sans société pour l'appuyer, il galère en fait, même fabriquer une maison, même poser un plancher, mettre des murs, etc., même fabriquer des armes, trouver sa nourriture et tout, ça devient sacrément difficile parce qu'il faut être polyvalent, mais polyvalent sous une forme que la plupart des êtres humains ne peuvent même pas concevoir. C'est même pas qu'ils ne sont pas capables, c'est au-delà de ce qu'ils peuvent concevoir. Et d'ailleurs, je trouve que c'est tout ce qui fait, comment dire, d'une certaine manière, la supériorité morale d'une histoire comme Robinson par rapport à une histoire comme celle que je trouve très bien par ailleurs, hein, mais de tu sais, The Revenant avec DiCaprio. Je sais pas si tu l'as vu. Ce film. Je crois que je l'avais vu. Bon, alors pour ceux qui n'auraient pas vu, c'est un super film dans lequel qui est tiré d'une histoire vraie d'ailleurs, dans laquelle le héros d'un vrai vie était français. Donc, bref, voilà, ils ont comme d'habitude, ils ont fait des Français les méchants. Avec un ours. Voilà, c'est exactement. En fait, il est laissé pour mort après s'être battu avec un ours. C'est un trappeur. Ses potes l'abandonnent. Enfin, il est trahi par ses potes en réalité, puisqu'il préfère le laisser mourir plutôt que d'essayer de le sauver, alors que c'est un peu périlleux. Et en fait, il va survivre tout seul et il va réussir à regagner la civilisation tout seul au prix de trucs hallucinants. Donc, il va se charcuter tout seul. Il va manquer de mourir plusieurs fois. Il va tomber d'une falaise. Il va se cacher dans le ventre d'un cheval pour échapper à une tempête. Enfin, des trucs de dingo, quoi, des trucs de mecs complètement fous. Et en fait, si tu veux, lui, son but, c'est vraiment un road trip pour regagner la civilisation, ou en tout cas les avant-postes de la civilisation. Alors que, comme tu l'as dit chez Robinson, comme ça se passe sur une île, et ben en fait, il peut pas vraiment partir de ça. Donc, il est un peu coincé. C'est ça. Et en fait, toute l'ambiguïté, c'est combien de temps ça va durer. C'est pas résoudre un problème, c'est encaisser des problèmes jusqu'à ce qu'une résolution hypothétique puisse advenir, ce qui quelque part vachement plus anxiogène comme situation. Surtout qu'en plus, quelque part, lui, contrairement à d'autres, il a pas du tout la perspective. En fait, il y a une question existentielle qui arrive très vite, c'est est-ce que même tout ce que je construis a encore un sens en fait, parce qu'à partir du moment où tu es juste un type tout seul sur une île, tu vas pas te reproduire, tu n'auras pas de descendance, en fait à quoi ça sert presque. Il n'y a pas de transcendance, Donc au passage c'est intéressant ce que tu as dit, alors j'avais pas du tout prévu d'en parler, mais je pense que ça mérite quand même de faire une digression là-dessus. Mais le côté économie, etc. Toi tu dis Adam Smith, ça se rapproche de ça et tout. Il faut savoir que par exemple Von Mises a utilisé l'analogie avec Robinson Crusoe plus tard pour expliquer en fait l'intérêt du marché
et l'intérêt de la monnaie et tout ça, en disant, imaginez dans une société la plus simple possible, en fait, revenez de zéro. Robinson Crusoe, il a un temps fini dans sa journée, il a des tas de choses à gérer, et en fait, il doit trouver un moyen d'allouer son énergie de la manière optimale dans un temps fini. Ok, c'est simple, c'est hyper simple, parce qu'il est tout seul, et en fait, en gros, il va gérer les urgences un peu au fil de l'eau. Et il disait, imaginez maintenant que Robinson, il a une famille, et qu'il commence à avoir genre 5-6 gamins, il y a sa femme, il y a peut-être 2-3 personnes qui habitent autour, des cousins, machin. Bon, et d'un seul coup, en fait, dès qu'on augmente un peu l'échelle, c'est pas une personne qui décide de comment gérer toutes les urgences, en fait. Il faut en permanence que on alloue l'énergie qu'il y a sur les choses les plus importantes et les plus urgentes. Et en fait, c'est là où, selon Mises, en gros, apparaît le besoin d'avoir une sorte d'échelle de valeur qui nécessite d'avoir de la monnaie pour donner une correspondance physique, quoi. Ouais, tout à fait. En tout cas, c'est très intéressant. Hein, cet exemple de Robinson Crusoe, il a vraiment inspiré pas mal d'économistes. Ouais, en fait. et alors d'ailleurs, ce qui est très intéressant aussi en anthropologie là-dessus, c'est que le vrai Robinson Crusoe a effectivement été secouru et effectivement rentré. Je crois que c'était un Anglais, ou un Gallois, je sais plus, mais en tout cas, il est retourné en Angleterre. Et après, il a eu beaucoup de mal à se réadapter. En fait, le mec devait avoir un PTSD. Il a fini par se marier avec une femme qui était vraiment beaucoup plus jeune que lui. Hein. Je pense que genre peut-être la moitié de son âge ou un truc comme ça. Il a disparu. Je crois qu'il a eu des épisodes de violence en rentrant au pays et tout, parce qu'évidemment, à une époque où il n'y a pas de suivi psychologique, il y a une forme de difficulté à se réhabituer. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, ça rejoint aussi d'autres choses. Il y a une forme d'exotisme dont on n'a pas parlé, pourtant Dieu sait qu'elle a le vent en poupe à droite, c'est les croisades. C'était cette rencontre vers l'Orient, etc. Oula. Et alors, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est quand même que c'est un épisode qui est extrêmement traumatique. C'est-à-dire que les chevaliers des croisades, on essaie de te représenter comme des Golgoths, 2 armes à 2 mains, mais en fait, il y a quand même des mecs sont en PTSD quand ils ressortent de là. Tu vois, je veux dire, la première croisade, c'est des mecs à un moment donné, ils sont obligés de manger leur cheval, puis après ils ont plus de cheval, alors ils mangent des ânes, puis après ils ont plus d'ânes, alors ils mangent des arabes. Enfin, si tu veux, les mecs, il y a des scènes de cannibalisme sous les murs d'Antioche. C'est terrible, tu vois. Et en fait, il y a un côté dans l'exotisme, un côté dont on parle jamais assez, je trouve, c'est le côté, en fait, l'horreur, en fait, le fait d'être hors de tes bases et hors d'un terrain que tu connais, dont tu peux le tirer le meilleur, te met en fait en grande difficulté et en danger de mort pour des raisons un peu basiques, c'est-à-dire mourir de soif, mourir de faim, mourir attaqué par un truc que t'as pas prévu, mourir à cause des éléments, etc., etc. Voilà, je sais pas si ça t'évoque quelque chose. Oui, non, mais en fait, ça me refait penser aussi au fait que, tu sais, tu as ce tableau très connu de Napoléon visitant les pestes ferrées. Ah oui, à Jaffa. À Jaffa, là. En fait, effectivement, il y a toute une partie de cette rencontre avec le reste du monde, l'exotisme, qui est aussi une rencontre de souffrance, de maladie, parce que, en fait, il y a des maladies qui n'existaient pas dans certains endroits qui apparaissent parce que des gens se déplacent, ou bien, en fait, tout simplement, le fait que la nourriture soit pas du tout au standard d'hygiène, c'est une source de souffrance et de maladie. Bisous aux Indiens. Allez. Franchement, non mais tu sais que moi j'ai une petite liste de pays dans lesquels je veux jamais mettre un pied de ma vie. L'Inde en fait partie. Hein. Je respecte grave leur culture, leur histoire, tout ce que tu veux. Mais genre, à mon avis, c'est pas complètement volé. Les conditions sont pas possibles. C'est pas réuni pour y aller. Tu vois, il y a des pays où je mets jamais un pied. L'Inde en fait partie. Ça c'est très clair. L'Inde, le Bangladesh. Je sais pas si tu mettrais par exemple la campagne de Russie un peu dans la même catégorie que les croisades, etc. Parce que c'est pareil. T'as aussi des tas de. Il y a un différentiel de 60 degrés Celsius. Alors, je sais pas si t'es quand même au courant. Oui, je sais. Ouais. Voire même de 80 degrés Celsius peut-être. Ouais, c'est terrible, mais effectivement, en fait, c'est le même problème en fait. C'est celui d'être paix du monde que tu connais. Et en fait, tu t'aperçois que des choses aussi basiques que oui, mais c'est pas grave, on pourra se faire ravitailler par la ville d'à côté. Mais en fait, en Russie, la map elle est complètement étirée et la ville la plus proche, elle est à 3500 km. Ça veut dire qu'elle a 15 jours de cheval. C'est-à-dire que le cheval il peut pas avancer parce qu'en fait, il y a des Cosaques qui lui tirent dessus. Il y a de la boue qui rend les routes impraticables. On n'a pas de carte et en plus, dans la ville d'à côté, il y a toujours rien à manger, donc il faut aller encore 3 villes plus loin pour trouver quelque chose. Et en fait, si tu veux, c'est des trucs que tu as beaucoup de mal à anticiper et tu t'aperçois qu'en fait, tu as réfléchi dans un paradigme qui est celui que tu connais et que sortir de ce paradigme, ça te met en difficulté. Ouais. Mais ça a l'air d'être une évidence dit comme ça, mais en fait, ça peut s'appliquer à beaucoup de choses et à beaucoup de situations et à beaucoup de gens qui en ont fait les frais dans toutes sortes de domaines, je pense. Il y a un livre aussi que je t'avais proposé ce titre dans les choses peut-être à explorer. Le dernier des Mohicans, toi, tu l'avais lu, ça t'avait plu? Ou alors, putain, je l'ai lu, mais il y a longtemps. Je t'avoue que ça m'a pas laissé un souvenir, pas un mauvais souvenir, mais pas un souvenir impérissable. Donc là, je serais bien en peine de t'en dire grand chose. Parce que pour être honnête, moi aussi, je l'ai lu, je pense, quand j'étais ado. Ouais. Et en fait, je crois que c'est un des premiers bouquins que j'ai officiellement accepté de ne pas avoir fini, en fait. Ah ouais. Genre, parce que je l'avais trouvé très, je sais pas, très délayé. J'avais l'impression que c'était interminable par moment. Éthéré, moi, c'est le que ça m'a fait, quoi. Évanescent, même, j'ai envie de te dire ce
ce bouquin. Et j'étais déçu parce qu'en fait tout le monde enfin je crois que à l'époque j'étais un peu dans une sorte de phase avec du Jules Verne, avec des tas de récits de voyage et tout. Je trouve ça super. T'as de l'exotisme chez Jules Verne, hein, mais c'est un exotisme comment dire de bonne aloi quand même. C'est très carte postale quoi. Ou alors c'est carrément des théories scientifiques sur des mondes à l'intérieur de la Terre, des mondes dans l'espace, enfin voilà, toutes sortes de choses. Mais l'exotisme comment dire réaliste, si on veut dire, il est réaliste au niveau de la carte postale quoi. Mais bref, c'était un bouquin moi qui m'avait immensément déçu parce que tout le monde me l'avait vendu comme étant évidemment un truc intéressant à lire et puis la suite logique presque de ce que j'adorais lire. Et en fait, choqué déçu. Non, ma mince, choc barre de BZ. Non mais tu sais, ça me fait. C'était quoi ta première déception littéraire, enfin le premier truc où tu t'es dit mince, en fait j'ai pas envie de finir ce bouquin, genre ça me plaît pas. Alors c'est deux choses différentes. Je ne peux pas finir ce bouquin parce qu'il est trop fort pour moi. Ça peut pas dire que le livre était mauvais. C'est vrai. Ça m'est arrivé avec des romans de la littérature russe quand j'avais 7 ou 8 ans, si tu veux. Donc, en fait, si tu veux, c'est pas qu'ils étaient mauvais. Je sais pas pourquoi la littérature russe. C'est pas que non mais j'avais 7 ou 8 ans, donc c'est pas qu'ils étaient mauvais, c'est juste que j'étais pas du tout cortiqué pour m'en dépatouiller, tu vois. Après un bouquin que j'ai trouvé très mauvais et que j'ai fini, ça je peux t'en dire aussi, hein, je veux dire même simplement le manifeste du Parti communiste, c'est un tout petit bouquin. Je me souviens, j'étais tellement énervé quand je l'ai fini que je l'ai balancé devant moi, tu vois. Bon, alors après le livre que tu finis pas parce que tu le trouves mauvais, putain, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est compliqué, hein. Il y en a plusieurs qui ont failli être dans cette situation, qui sont même pas forcément des mauvais livres parce qu'avec le recul je les ai trouvés bons. Je pense que j'ai eu beaucoup de mal à finir par exemple Le Temps des secrets de Marcel Pagnol quand j'étais ado, mais parce qu'en fait ça faisait référence à des choses qui m'intéressaient pas en fait, ou qui me parlaient pas en fait à ce moment-là, alors que c'est un super beau livre qui est magnifique, mais c'est juste que voilà, ça correspondait pas, ça vibrait pas avec ce que je voulais à l'époque. Un livre que je trouve mauvais, que j'ai pas fini, en fait aujourd'hui j'en ai plein parce que si tu veux quand je fais des épisodes de cours martial sur la chaîne parfois, quand je fais un Funkinos, je vais alors c'est même pas forcément que je les finis pas, mais c'est parfois tu sais que je vais sauter bon j'ai compris où ça va, je saute 50 pages, je reprends le truc, je recomprends où ça va, je ressaute 50 pages parce que je vais pas perdre non plus des dizaines d'heures à lire chaque truc et à faire une explication de texte de chaque truc, tu vois. S'il s'agit juste vraiment de comprendre l'intrigue et le style et ce que ça peut apporter, pas grand chose, tu vois. Bon, je sais pas quoi répondre à ta question. Je te propose qu'on continue, et si jamais j'ai une illumination et que je te dis mais bien sûr, ça me si je sais. Je sais. L'illumination est arrivée. L'illumination est arrivée. Elle est arrivée parce qu'en fait, tu sais, j'avais lu quand j'avais 15 ans, je crois, le Da Vinci Code de Dan Brown. Ouais. Et j'avais trouvé ça génial parce que j'avais 15 ans. C'est trop bien. Il y avait Léonard de Vinci. Moi, j'étais fan de Léonard de Vinci. Il y avait du cul à 15 ans, ça c'est passionnant. Il y avait des mythes, des aventures, des gens qui meurent, c'est stylé. Ensuite, je m'étais enchaîné avec Ange et Démon, toujours de Dan Brown. J'avais trouvé ça vraiment bien. Mais tu sais, en fait, quand t'as 15 ans, en fait, c'est du hamburger littéraire. C'est que tu n'as aucun goût, t'as aucun standard, mais tu te jettes dessus et tu le dévores, en fait, tu dévores le truc, tu vois. Et alors après, j'étais tombé sur un Dan Brown qui s'appelle Deception Point, alors j'ai lu les deux premiers, celui-là je l'ai pas lu. Voilà, il est antérieur, hein, je crois. Ok. Et en fait, en gros, le pitch c'est on aurait, est-ce que c'est vrai ou pas, je laisse les gens qui voudraient lire ce livre le découvrir, on aurait découvert une météorite dans l'Arctique qui viendrait de tomber sur Terre et qui contiendrait des fossiles d'êtres vivants. Donc en gros, la preuve qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre. Mais en gros, mystérieusement, toute l'équipe qui a découvert cette météorite ne donne plus signe de vie. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce que c'est un enjeu géopolitique? Est-ce qu'il y a de l'espionnage? Est-ce que c'est une falsification? Enfin voilà. Bon. Et en fait, ce bouquin, je peux pas te dire pourquoi, mais peut-être que c'est parce qu'on est sorti des intrigues en mode Renaissance, Léonard de Vinci, je sais pas quoi, ou Église catholique, et qu'on est tombé dans un truc de très scientifique et très à la limite de la science-fiction. Mais ça m'a emmerdé, frérot, mais d'une puissance. Mais j'étais là, mais c'est terrible. Et même. Est-ce que ça a amorcé ton divorce avec Dan Brown? Alors, après ça a amorcé mon divorce avec Dan Brown très très vite, puisqu'en fait, à partir de, je pense, du 4e chapitre, un truc comme ça, j'ai fait, mais c'est claqué, frérot, c'est vraiment nul, mais qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Et j'ai repris comment ça s'appelle, Ange et Démon, et putain, je me suis dit, mais c'est quand même, tu vois, c'est un peu comme quand t'es allé au McDo, t'es jeune, t'as bouffé tout le menu, t'as vidé toutes les sauces, t'as enquillé tout ce que tu peux, et tu te retournes, tu regardes les emballages et les 3 cadavres de frites qui restent, et tu te dis, mais je suis une grosse merde quand même, pourquoi j'ai fait ça, tu vois? Et j'ai eu ce même sentiment littéraire, tu vois, de ce point de vue là. Donc et si tu veux, c'est une autre forme d'exotisme en plus, parce que c'était l'Arctique ou l'Antarctique d'ailleurs, je sais plus, mais bref, c'était pas incroyable. Mais pour revenir à ce que tu disais avant sur le dernier des Mohicans, moi ça me fait penser à tu sais tous les comment ça s'appelle, tous les bouquins Chateaubriand, tu sais, qui se passent chez les Indiens, Atala, enfin tu vois, tout ce genre de trucs. Ouais. Et en fait, comment dire, ça reste du Chateaubriand, donc stylistiquement c'est brillant, mais oui, non, bien sûr. mais en fait c'est-à-dire que les mémoires
d'outre-tombe, c'est banger. Le génie du catholicisme, c'est banger. Même la correspondance de Chateaubriand, ça peut être banger. Par contre, ça a un peu... C'est pas que c'est mauvais, c'est que ça a un petit peu vieilli. Je recommande quand même de le lire, hein, mais ça accuse un peu son âge. Je pense qu'à cette époque-là, si tu veux, le simple fait que ça se passe ailleurs, c'était déjà en soi un truc qui avait un attrait, tu vois. Ouais. C'était déjà neuf et frais parce que ça se passait ailleurs. Et c'est pareil, tu prends Paul et Virginie. Honnêtement, Paul et Virginie, je veux dire, l'histoire se serait passée dans le petit ruisseau à côté, dans un petit village paumé du fin fond de la Lozère. Ça marchait aussi, en fait. mais non, en fait, il fallait que ce soit à l'étranger et tout ça. Ouais. Et je pense que ce bouquin, en vrai, a eu un succès parce que, justement, il incarnait une forme d'exotisme que tu ne trouvais pas dans d'autres bouquins qui se passaient en France, en fait. Ouais, et alors ça me fait penser à plusieurs trucs, ce que tu dis là, mais déjà, ça me fait penser à un concept qu'on n'a pas du tout abordé, qui pour le coup est un bon concept de gauchiste. C'est l'orientalisme. Est-ce que tu vois Est-ce que tu vois ce que c'est? Je vois très bien ce que c'est, au moins dans la déclinaison artistique, on va dire. Alors voilà, parce qu'en gros, ça a été... Les Delacroix, les trucs où on te fait des scènes alors, justement, de hammam. De hammam. Bref. Ouais, alors en fait, le truc, c'est que l'orientalisme a été structuré en termes de corpus idéologique à gauche par un bouquin qui s'appelle L'orientalisme de Edward Said, qui est un intellectuel, alors ça s'invente pas, palestino-américain. Voilà, c'est le mec a fait un grand chelem et qui en fait, en gros, s'est interrogé sur la construction de l'Orient comme opposé, comme autre, comme alternative, comme altérité à l'Occident au 19e siècle. Et donc, en gros, avec cette idée que l'Orient, c'est l'héritier des mœurs de l'Antiquité, mais en même temps, d'une certaine manière, perverti par une violence islamique, que l'Orient, c'est l'endroit où il fait chaud, les gens mettent des djellabas, les femmes aussi, entre être très voilées et puis en même temps faire des danses du ventre extrêmement sensuelles. Voilà, enfin, tu vois, c'est toute cette conception-là. Et donc, évidemment, chez Saïd, il y a cette idée qu'il faut dénoncer l'impérialisme occidental avec ça. Enfin, bon, bref, je te le refais pas. Mais là où il a raison, c'est qu'effectivement, c'est une construction, le regard qu'on porte dessus et sur l'exotisme est construit par le je vois que tu fais une petite mine parce que tu essaies de prendre ton air. Une construction sociale. Exactement. Voilà. Exactement. Bah oui, bien sûr, c'est une construction sociale. Évidemment que c'est une construction D'ailleurs, sociale. Bourdieu l'a bien dit. Oh mon Dieu, on a cité Bourdieu. Alors attends, Joseph de Maistre, Solzhenitsyn, chevaucher le tigre. Voilà, c'est bon, restez, voilà, on est bien. Donc ça, c'était le premier truc que j'avais à dire, c'est la construction sociale de l'orientalisme. Et le deuxième truc que j'avais envie de dire, c'est que c'est vachement intéressant que justement, il y a eu toute cette vibe fin 18e, début 19e sur les États-Unis en gros, hein, ou l'Amérique en tout cas, parce que ça correspond quand même à un moment où c'est le nouveau territoire, le nouvel endroit à conquérir, nouvel endroit où il n'y a pas trop de lois, on peut vivre des aventures et tout. Et en plus, comme ça, il y a la Révolution française, il y a plein de nobles en exil et qui vont en Amérique et ils découvrent l'Amérique, ils vivent un peu leur vie de cow-boy. Souvent, c'est très bref, ils rentrent après. Mais par exemple, tu vois, on a Chateaubriand qui d'ailleurs a complètement mitonné sur ses aventures aux États-Unis. Un peu, ouais. Complètement mitonné. C'est très très drôle. Il y avait une émission d'Henri Guillemin comme ça où il avait décortiqué le voyage de Chateaubriand en montrant que c'était complètement absurde parce que par exemple, en gros, Chateaubriand te dit je suis allé de tel endroit à tel endroit, sauf qu'en fait, c'est physiquement pas possible. En fait, il n'y avait pas de route. Donc, c'est-à-dire que si tu fallait que tu reprennes un bateau, que tu repasses par un troisième endroit qu'il n'a pas cité. Et en plus, ça met un temps plus long que la durée totale de son séjour aux États-Unis. Donc, en fait, si tu veux, il y en a au moins un des deux où il est pas allé, si tu veux. Voilà, il y a un souci. Et en fait, même Louis-Philippe, hein, le futur roi des Français, il a vécu un peu aux États-Unis, il a voyagé là-bas, il a dormi sous un tipi. Enfin, il y a un côté très Tintin dans la jeunesse de Louis-Philippe. Voilà, ça, c'est la petite dédicace aux royalistes qui nous écoutent. Et donc, tout ça pour dire que ça me fait penser à un autre truc, c'est que cet ailleurs, cet endroit où il n'y a pas de règles, où on peut se battre et où on peut vivre, etc. Ça me fait penser à cette fascination, par exemple, pour l'Afrique qu'on peut retrouver plus tard au XXe siècle. Alors, à l'époque coloniale, mais aussi à l'époque décoloniale, avec des personnages comme Bob Moran, mais avant ça, hein, comme toute la conquête. On parlait tout à l'heure de Stanley et comment il s'appelle, et Livingstone. Enfin, si tu veux, il y a vraiment une construction, encore une fois, de l'endroit, un peu la zone de non-droit. Tu vois, dans le RPG de la vie, c'est l'arène en fait. C'est là où tu peux aller te taper avec d'autres ethnies pour level up. Voilà. Est-ce que une de ces deux pensées t'évoque quelque chose? Est-ce que tu as envie de rebondir dessus? Je trouve très intéressant en fait le fait que effectivement il y a une sorte, on a tous une avidité pour des endroits où il n'y a pas de règles, où autre chose serait possible. Et j'ai envie de te demander, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il y a encore des territoires comme ça qui font rêver les gens? Alors, qui font rêver les gens, ou est-ce qu'ils ont disparu parce qu'en fait physiquement parlant, on a de l'internet à peu près partout, on est capable d'avoir un téléphone à peu près partout. Et est-ce que en fait quelque part on n'a pas détruit cette possibilité là d'un exotisme géographique? Et est-ce que, attention, question dans la question, on l'aurait pas question remplacé
Inception. Par un exotisme temporel, parce qu'on réfléchit à un futur hypothétique plutôt que de réfléchir à un ailleurs. Alors c'est une très bonne question. Malheureusement pour toi, l'Ukraine. Donc si tu veux, je pense que là, j'ai détruit la question avec juste une réponse. Non, blague à part. On voit quand même qu'il y a en fait à chaque génération, on se construit des combats. C'est d'ailleurs quelque part la petite épopée de comment elle s'appelle là, Greta Thunberg et ah putain, j'ai plus son nom là. Rima Hassan. Ouais, voilà, j'allais dire la députée française, pas française là. Enfin, qui soutient pas la France en tout cas. Elle, quand elles sont allées en Palestine, pour toutes les raisons bonnes, mauvaises, je sais pas, j'ai pas envie d'en parler là. Ce qui compte, c'est qu'en fait, il y a quand même ce retour vers une espèce de territoire où il y a un combat à faire, un combat à mener, parce que c'est ça aussi, tu vois, les États-Unis, c'était la guerre d'indépendance, c'était la conquête de l'Ouest, c'était les guerres contre les Indiens. L'Afrique, c'était la colonisation, la décolonisation, les intérêts mafieux autour des cartels de diamants. Enfin, il y a quand même beaucoup les intérêts de la France-Afrique. Enfin, il y a eu beaucoup de choses autour de ça. Et donc, l'Ukraine, c'est un peu ça. Comment dit-on, la Palestine, Israël-Palestine aujourd'hui, c'est le même bourbier, si on peut dire. Et puis alors ça, c'est pour les combats vraiment strictement guerriers. Mais t'as aussi des endroits où tout simplement, en fait, les gens cherchent pas forcément l'absence de règles, ils cherchent peut-être juste un moindre niveau de règles. Et donc, par exemple, tout ce qui est tous ces entrepreneurs qui partent à Dubaï aujourd'hui, ou tous ces entrepreneurs qui partent dans des pays avec des fiscalités très avantageuses, y compris en Europe, c'est des gens qui d'une certaine manière sont demandeurs de desserrer un peu le carcan des règles absolument étouffantes qu'il y a en France. Donc ça c'est pour le ici et maintenant, si je peux dire. Pour ce qui est de se projeter dans un futur, j'ai envie de dire ça a toujours existé. Est-ce que tu as envie de développer un peu ça, parce que honnêtement ça dépend comment tu cadres la question sur un sujet pareil. Non, mais en fait je constate, si tu veux, que par exemple dans le monde politique, il y a un peu un découpage entre les gens qui rêvent de l'Argentine, Dubaï et les États-Unis comme des modèles et le Salvador. Et le Salvador, très important. Et le Salvador comme des modèles de liberté. Ce pays qui n'existait pas il y a 5 ans dans la tête des gens, c'est quand même impressionnant. C'est ça, c'est incroyable. Ouais. Ça j'avoue, c'est vrai que on a rarement vu un pareil comeback. La plupart des gens savaient pas le mettre sur une carte il y a 5 ans. Mais c'est pas un comeback, c'est un comme tout court en fait, si tu veux, parce que le frérot il est jamais venu en fait. C'est vraiment ce pays. Si je te dis cite-moi un Salvadorien connu, tu vas me dire Nayib Bukele. Si je te demande d'en citer un deuxième, t'es en sueur, parce que et c'est pas la température. Ouais, je suis un peu en sueur. Ouais. Je pense que littéralement c'était le pire comment dire, la pire début de run dans la vie que de commencer au Salvador, tu vois. Donc bravo, big up à lui d'avoir, même si je trouve qu'il a mal résolu il a résolu le problème d'une façon qui me satisfait pas d'un point de vue philosophique, même si je suis très content d'un point de vue pratique que les Salvadoriens puissent circuler dans la rue. Je pense qu'il fait partie des gens qui ont des options qui sont à peu près toutes insatisfaisantes en fait. En fait, si tu veux, un mur et un minigun, c'est pas insatisfaisant. Moi, je trouve ça très satisfaisant, si tu veux. Non, mais le vrai problème que j'ai avec ces gens, c'est que je trouve que c'est de la torture à petit feu sur 40 ans. Et en plus, je me suis laissé dire, je sais pas si c'est vrai, mais que en fait, tu peux acheter un espèce de pay-per-view de prisonniers là-bas. Et en fait, en gros, tu peux voir le mec perdre sa vie pendant que toi, tu fais des trucs de ta vie à côté, tu vois. Et en gros, il y a toute une espèce de pédagogie de l'horreur là-dessus. Et moi, j'avoue que je suis extrêmement opposé à toutes les formes de torture, même celles un peu pernicieuses comme ça. Si le mec a vraiment fait de la D, il doit être éliminé, tu vois. Et s'il peut être réinséré, il doit être réinséré. Bon, les mecs là-bas n'ont pas l'air d'être très très réinsérables, donc voilà, faut en tirer des conséquences. Voilà. Et tirer est le bon mot. Non, mais alors du coup, t'as les gens qui partent un petit peu dans un ailleurs, et puis j'ai l'impression que à gauche en ce moment, t'as plus de gens qui réfléchissent à une autre époque en fait. C'est-à-dire que t'as les espèces de nostalgiques d'un stalinisme déchu qu'ils ont complètement revisité. Ils sont fatigants. Je t'ai dit brièvement off, mais je l'ai dit publiquement ailleurs, donc je vais pas me priver, mais je me suis retrouvé en Roumanie pendant les 3-4 derniers jours là, et en fait comment dire, c'est assez incroyable parce que en discutant un peu de tout et de rien, je suis quand même tombé sur une personne qui a fini par presque me prendre à partie pour me dire mais attends, mais vous êtes complètement tarés en France, c'est quoi cette histoire là, comment ça, il y a 20% de gens qui votent communiste, mais combien de centaines de pays qui marchent pas il vous faut pour capter que ça marche pas en fait. Non, mais en fait c'était très drôle parce que le décalage est énorme en fait. Mais en fait le problème c'est que d'une certaine manière le communisme c'est un peu la varicelle politique, c'est-à-dire qu'il faut l'attraper une fois pour en être vacciné, mais le problème c'est que t'as pas envie d'être J'aime bien cette comparaison. T'as pas envie d'être la génération ou les 2-3 générations, parce que généralement ça tire pas plus que 3 générations, hein, ça tire pas plus, mais t'as pas envie d'être dans cette époque-là, et t'as pas envie non plus que tes enfants, tes petits-enfants, en fait tu voudrais tout le temps que ce soit derrière toi, parce que c'est quand même un monceau de souffrance qui est terrible. La meilleure chose qui puisse arriver à des citoyens d'un pays communiste, c'est d'arriver à se barrer de ce pays communiste, comme Ayn Rand. Voilà, comme ça je l'ai cité dans ce podcast. Voilà. Les gens peuvent noter la minute. Voilà. Je pense que mais alors du coup, donc il y a ceux qui regardent dans le rétroviseur, et puis il y a ceux qui regardent dans un futur un peu utopiste. Oui, une fois qu'on aura fait la transition climatique, je sais pas quoi. Dès que t'as
toujours une fois qu'on aura fait, tu sais que ça n'arrivera pas. Parce qu'en fait, le futur, c'est chaotique. Et plus tu avances dans le futur lointain, plus c'est chaotique. Donc, moins tu peux prévoir de choses. Et donc, en fait, si tu dis dès qu'on aura fait un gros truc et que tu vois une espèce de truc monocausal, à moins que ce soit l'invention de l'écriture, ça va être super compliqué. Même un truc comme l'IA, en fait, tu peux pas vraiment te prédire. Tu peux prédire que ça va bouleverser nos vies encore plus que ça l'a fait, mais tu peux pas prédire où et comment et à quel niveau et à quel point. Donc, c'est d'ailleurs, je pense que ce serait super intéressant d'intégrer de l'IA à des réflexions, à des intrigues de romans, de films, etc. aujourd'hui, et de voir dans 20 ans, 30 ans, etc. Comment ça aurait évolué. Je me suis refait les Blade Runner il y a pas longtemps, tu sais, l'ancien et le nouveau. Et en fait, c'est super intéressant parce que tu vois que l'ancien, c'est vraiment comment ils imaginaient un espèce de monde futuriste, et le nouveau, c'est comment nous. C'est un peu la mise à jour. C'est comment nous on l'imagine. Et en fait, c'est super marrant parce que tu vois que les névroses, les inquiétudes sont pas exactement les mêmes. Même un objet technologique tel qu'on se le représente, il est assez gros, assez volumineux dans les années 80, avec des gros écrans cathodiques et tout. Alors qu'à notre époque, c'est carrément une petite puce, un petit truc qui tient, un petit drone qu'on voit pas dans le ciel. Enfin, c'est des trucs beaucoup plus. Voilà. Et puis surtout, il est beaucoup moins manichéen, le nouveau. C'est comme si on avait passé un espèce de cap où on s'est rendu compte que c'est pas blanc et noir, c'est que des nuances de gris qui s'entrechoquent les unes par rapport aux autres. En tout cas, c'est l'effet que ça m'a fait en revoyant ces films. Et bref, je sais plus pourquoi je te parlais de ça. Oui, si, pour le futur. Pour le futur, enfin, en fait, globalement, à chaque fois que tu moi, je crois qu'il fait peur aux gens, hein, le futur, hein, surtout. C'est un endroit où ils veulent pas être. Il ne suffit que de faire et tu rajoutes quelque chose, c'est vrai que ça part forcément mal, quoi, parce que si c'était si simple, ça serait déjà fait. Enfin, bon, et si c'était juste un truc qui pouvait. Tu sais, c'est comme le mythe du grand soir chez nos amis gauchistes. Voilà. Mais en fait. Il existe à droite aussi. Oui, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Il existe à droite aussi. Parce qu'en fait, c'est une croyance enfantine et humaine très profonde. Mais la vérité là-dessus, c'est qu'il n'y a jamais de. Comment dire, il y a jamais de grand soir, en fait. Sinon, ça serait déjà arrivé. C'est que ça ne correspond pas au paradigme humain. Il peut y avoir des révolutions, il peut y avoir des chambardements politiques, il peut y avoir des choses comme ça. Mais le grand soir où un jour, tu sais, il y a une espèce de prise de conscience collective de oh mon Dieu, les inégalités, c'est horrible, il faut vite abolir toutes les inégalités et tout le monde est de bonne volonté, ça n'existe pas. Il y aura toujours des petits roublards pour faire leur chemin et tirer leur marron du feu. Pour toi, c'est quoi l'interprétation? Alors là, on a peut-être un différent, mais pourquoi c'est quoi l'équivalent de droite du grand soir de gauche, en fait? Alors, dans une fraction extrêmement brutale et extrémiste de la droite, ce serait une purge. Tu sais, le moment où tu sais, il y a des commandos qui descendent dans les banlieues, enfin, il y a des mecs qui s'imaginent des trucs comme ça. Hein, faut bien dire que ça existe. Hein. En gros, pour moi, c'est un peu tout le fantasme de la, entre guillemets, guerre civile. En fait. Tout à fait. C'est ce dont je parle dans Pays réel, en fait. En fait, tout le but de ce roman, d'ailleurs, achetez-le, lisez-le si vous l'avez pas déjà fait, c'est qu'en fait, c'est de montrer que le pitch est même si ça arrivait, qu'est-ce que ça donnerait? Et en fait, ça montre que le jeu politicien rattrape toujours la situation, et qu'on se retrouve avec des paradoxes savoureux, des incompétences, des dynasties qui se mettent en place. Enfin, c'est toujours les mêmes mécanismes humains qui reviennent vous jouer un mauvais tour. Et alors, attends, qu'est-ce que je te disais avant? Oui, si, t'as une autre variante de ça, c'est la version libérale. Tu sais, c'est le grand soir, c'est quasiment la tutelle du FMI. Tu sais, c'est le jour où en fait. Ah oui, c'est vrai, ça c'est nouveau. Ils vont débrancher le Ponzi des retraites, qui est un Ponzi, hein, on est d'accord, hein, on est complètement d'accord. Mais comme si, tu sais, le FMI n'a jamais sauvé un pays. Hein, je veux dire, les Jamaïcains, les Grecs qui ont subi la tutelle du FMI ne disent pas merci à ces gens-là. En fait, ils ont juste détruit encore plus. Et en fait, si tu veux, comment dire, ils se disent, voilà, à partir du moment où ça a été débranché, les boomers auront plus voix au chapitre, les gauchistes arrêteront d'être subventionnés, et donc forcément ça ira mieux et ça fonctionnera. Moi, je vois au moins cette ambivalence-là. Je pense qu'on pourra en trouver d'autres, hein, des variantes, disons, de droite de ces sujets-là. Peut-être aussi, tu sais, t'as une frange aussi très mystique, donc très chrétienne, à un moment, une espèce de revival général catholique là-dessus, comme si un jour, il y allait y avoir le Christ descend sur terre et il remet tout le monde d'aplomb. Enfin, je sais pas, il y a des gens qui doivent s'imaginer des trucs comme ça, je pense. Ouais, t'as aussi le délire remigration, machin, c'est les mecs qui pensent que il suffit de. C'est une variante de la purge. C'est une variante de la purge. D'appuyer sur un bouton et d'un seul coup, t'as 20 000 avions qui décollent, ils sont tous remplis de gens. Je sais pas comment, les gens ils sont d'accord pour monter dans l'avion, enfin, tout se passe bien. Oui, il y a pas de je partirai pas. Bon, en fait, si tu veux, le problème de ça, c'est que c'est une variante de la purge. Mais c'est une variante de la purge pour les mecs un peu moins extrêmes ou un peu plus lâches, ça dépend comment tu te positionnes. Mais c'est en fait, c'est de se dire, un jour, on va tous les attraper par le callback, mais au lieu de les flinguer, on va les renvoyer par pack de 12, etc. Et surtout, ce qui est frappant, c'est le côté soudain, comme tu l'as dit. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'en fait, en soi, c'est des choses qui pourraient être faisables, hein, de remettre des gens dans des avions, d'expulser, de déchoir de nationalité. Enfin, d'absolu, c'est faisable. C'est juste que ça ne peut pas arriver du jour au lendemain. Effectivement, préparer autant d'avions, préparer autant de mouvements, de ponts aériens, tout comme ça, c'est pas des choses qui s'improvisent en 20 minutes. Et je pense qu'il y a une déconnexion quasiment
quasiment volontaire parce que c'est des gens qui ont besoin de vivre dans leur fantasme pour trouver un peu de, j'ose pas dire de sérénité, trouver un semblant d'équilibre psychologique, quoi. Parce que moi, ça me rappelle un petit peu par certains aspects le côté millénariste que tu peux avoir chez certaines branches chrétiennes un petit peu underground. Tu sais, les gens qui disent ah, vous allez voir le jour où ça sera la fin du monde. Et là, tu fais oula, c'est un peu flippant cette histoire. Qu'est-ce que t'attends de la fin du monde? Et en fait, souvent, c'est des gens qui en fait espèrent quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de pratiquer de leur vivant pour ne pas être dans le péché, et ils espèrent pouvoir transférer la responsabilité sur ce moment cathartique collectif en disant ah non mais moi en fait tu vois je ne pêche pas, je n'en veux pas à cette personne, je suis pas capable d'aller taper mon voisin ou je sais pas quoi. Saint-Barthélemy. Voilà. Mais après par contre moi j'espère que ça va arriver et que la justice sera rendue. Et en fait ça revient littéralement à faire la même chose. C'est juste que tu as téléporté le problème chez quelqu'un d'autre. Mais on n'en parle jamais, mais tu as une variante, j'allais dire une variante musulmane. Non, je pense que tu as une variante algérienne en fait de ce truc-là. C'est un jour on va se réveiller, l'Algérie va écraser la France, les Algériens vont se rebeller. Enfin, tu sais, t'entends ce genre de discours dans certaines franges extrémistes. En fait, je pense que c'est même t'as une variante africaine. Oui, tout à fait. Les types qui disent la France va enfin rendre quelque chose à l'Afrique parce que ça fait des années qu'elle a pillé l'Afrique, etc. Tu as aussi ce genre de discours. Enfin, en fait, je pense que littéralement tout le monde a sa variante du grand soir. C'est ce que j'allais dire. C'est la solution parfaite. C'est très nietzschéen, c'est du ressentiment en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui cherchent à se venger parce qu'en fait, fondamentalement, ils ont raté leur vie, soit ils ont le sentiment d'un échec et ils ne peuvent pas considérer que cet échec vient d'eux, parfois à tort, parfois à raison. Et en tout cas, ils vont le reporter sur ah oui, ça va mal pour le moment, mais ça va aller mieux une fois qu'on aura fait ceci ou cela. Et c'est vrai qu'en fait, là, les gauchistes ont pas de chance parce que historiquement, c'est leur truc qui a été retenu, mais en fait, c'est un truc que tu peux retrouver dans toutes les cultures, toutes les variantes. D'ailleurs, la plupart des gens peuvent en avoir plusieurs en même temps. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, j'en ai cité plusieurs qui peuvent être droito-compatibles. Ils peuvent tous les avoir. T'as des gens, à mon avis, qui font le grand chelem. Tu vois, ils se disent attends, tu vas voir quand le FMI va arriver et puis que Jésus-Christ va débarquer et puis qu'après on va aller faire la purge dans les banlieues et puis après qu'on fera décoller des avions. Tu vois, les mecs, il y a plus de cohérence. Tu vois, ils sont dans leur bulle totale. Tu vois. Et ce qui est le dénominateur commun, c'est la volonté de se venger d'un groupe et deux, le côté très enfantin en fait. C'est un peu comme un conte de fées, un peu comme un truc. C'est à un moment donné, ça va se produire. C'est Mektoub. Tu vois, il y a rien à faire. Oui, et puis la solution qui résout instantanément tous les problèmes. Moi, c'est ça aussi que je note, si tu veux, c'est que d'habitude dans la vie de tous les jours, les solutions, c'est des petits compromis et tu te déplaces de petits compromis en petits compromis en fait. C'est rare que tu arrives à trouver d'un coup un truc qui débloque tout, qui déverrouille tous les problèmes. Et là, c'est vraiment ce côté-là. Et c'est pour ça, typiquement, tu prends l'histoire, la transition énergétique. Genre, bon, en fait, c'est une série de petits compromis et de petites adaptations et tout ça. Mais tel que c'est présenté par les écolos, c'est présenté comme étant un truc, ça y est, en gros, une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on a appuyé sur le bouton, en fait, ça va déclencher plein de choses. Genre, le monde ira mieux, les pingouins vont se multiplier, les ours polaires auront 14 enfants, enfin, je sais pas, n'importe quoi. Mais il y a un truc un peu genre... Tu seras heureux, tu auras 14 petits ours polaires tous les jours. Le Deus ex machina par excellence, tu vois, c'est vraiment le côté... tu t'appuies, ça marche. En fait, moi, il y a un truc qui me fascine, mais je crois que ça, c'est très français. J'ai l'impression que c'est très français. Peut-être que j'ai pas assez voyagé pour voir que c'est... J'espère que c'est très français en tout cas, parce que c'est un sacré défaut. C'est en fait la capacité des gens à vivre dans des bulles et à croire... J'en parlais avec un pote à moi qui était au Maroc il y a quelques jours là, et il me disait mais c'est incroyable parce que là au Maroc évidemment il fait genre 47, donc tout le monde a une clim et genre il y a des clims partout et en fait t'as dans les... Attention, on va rentrer dans un débat sur la climatisation, est-elle ok ou pas. Voilà, et en fait si tu veux, pour lui il m'a dit la climatisation c'est pas une question d'écologie, c'est une question de classe sociale. C'est-à-dire que si t'es suffisamment riche, t'as une climatisation. En fait le débat il se pose pas. Et lui en fait il me dit bah écoute, moi à Paris je suis revenu, j'avais chaud, j'ai fait installer la clim chez moi, tu vois, il s'est pas posé de question. Alors qu'en France on a des espèces de discours mais hallucinants qui te disent que la clim ça pollue, que en fait à la limite t'allumes la clim 1 heure, t'as tué un pingouin en fait, tu vois, c'est l'inverse d'Ecosia, c'est pas tu fais une recherche, tu plantes un arbre, c'est tu t'allumes ta clim, tu vas tuer un pingouin. Et en fait les gens vivent dans des bulles où ils questionnent pas ça, ils calculent pas. J'ai vu passer hier un article mais légendaire, mais lunaire, mais c'est Apollo 11 le truc, de BFM TV qui te disait que en gros si tu laissais allumer un ventilateur toute une nuit ou une clim toute une nuit, je sais plus, ça te consommait 4000 watts, voilà. Et donc en fait il te disait ça, il te disait le coût que ça pouvait avoir, mais je sais pas si tu te rends compte, je sais pas si l'homme de science qui sommeille en toi ou qui sommeille pas tellement d'ailleurs se rend compte du niveau de 4 minutes, ça me paraît pas impossible en fait, mais en fait si tu veux t'as des mecs qui répondaient en commentaire en tout, qui faisaient les calculs, ils disaient mais en fait c'est une puissance théorique et donc c'est pas des comment dire, si tu la fous à
fond, oui, ça doit faire ça. Ouais. Mais non, t'y arrives pas. Mais t'y arrives absolument pas, frérot. Genre, c'est impossible que ça te. Mais t'imagines le coût de la facture si tu fais tourner ta clim pendant, je sais pas, 3-4 jours, mais t'es broke. You're broke, bro. C'est pas possible. Non, je pense que moi, ça me paraît pas si débile. Tu sais que on va remettre des ordres de grandeur. Un PC un peu bien, c'est 600 watts à peu près. Un PC de bureau, hein, je parle. Prends une bouilloire électrique, c'est dans les 800 watts. Un aspirateur, c'est dans les 2000 watts. Tu les utilises pas pendant 1 heure en général, mais si tu veux, là, si tu l'accumules, machin. Moi, qu'il y ait quelques modèles de clim un peu haut de gamme, si tu les mets à fond, machin, peut-être, tu vois. Attends, mais il faut que j'essaye de te le retrouver en direct cet article parce que là. Il a été fact-check. Ouais, mais oui, il a été fact-check. D'ailleurs, je l'ai vu. Non, mais moi, c'est même pas ça en fait. La partie qui me. Moi, je crois que fondamentalement, le vrai problème, honnêtement, c'est que ce truc est un turbo giga cope pour tous les gars qui veulent pas admettre qu'en fait, on est un pays un peu du tiers-monde sur certains aspects. C'est ce que j'ai dit sur X hier, et je crois qu'il y a pas mal de gens qui commencent à ouvrir les yeux là-dessus. Mais les Français ont beaucoup de mal, et surtout quand ils le font, c'est avec une forme de masochisme. C'est-à-dire qu'ils disent ah oui, on est des merdes, mais il y a pas la volonté de changer, de make France great again, tu vois. Il y a un problème d'impuissance, mais au sens quasiment sexuel, tu vois. C'est terrible. Parce que en vrai, quand il fait vraiment très chaud, tu protèges les personnes en mettant des espaces où il fait frais. C'est juste ça, tu vois. Ouais. Que tu me dises que dans 40 ans, ça peut avoir une conséquence négative, machin, à la limite, on peut en discuter, on peut voir comment on fait. Mais là, dans l'immédiat, si tu veux, moi j'ai l'impression que tu as des gars qui te disent, je sais pas, tu mettrais ta main sur une plaque électrique chaude, et les gars te disent, attends, non, mais l'enlève pas tout de suite parce que sinon, ça pourrait peut-être faire des cloques au moment où machin. Ouais. Bah non, en fait, là, t'es en train de te brûler la main. Donc, juste, tu te brûles la main, tu fais quelque chose tout de suite. En fait, t'attends pas 35 ans, tu fais pas des plans sur la comète, tu vois. Pour l'instant, tu trouves une solution rapide. Mais je sais pas si t'as suivi ce truc légendaire. Alors, faut que je sois très clair sur un truc. Je déteste la SNCF, mais je la déteste, mais viscéralement. J'aimerais voir cette entreprise vraiment. J'aimerais que tous les gens qui travaillent à la SNCF soient licenciés. Voilà, comme ça, c'est très clair. J'ai vu la SNCF qui te disait oui, malheureusement, s'il fait plus que 40 degrés dans les dehors, on n'est plus en mesure d'assurer une bonne climatisation parce qu'il fait trop chaud dans les trains, machin truc. Et donc, en fait, il faut que vous preniez de l'eau pour vous rafraîchir pendant votre voyage. Bon, ceux qui font un Paris-Montauban, bon courage, quoi. Et t'as un mec, alors je crois que c'était un compte libertarien, qui avait juste répondu avec un screenshot. Il avait demandé à ChatGPT la température dans les tramways de Dubaï. Et là, il faisait genre 15-20 degrés dans les tramways de Dubaï. Ouais. Et ce qui est légendaire, c'est que le mec a répondu avec un contre son camp, mais le contre son camp le plus incroyable que j'ai jamais vu. Il a dit ah bah c'est bête parce que c'est une succursale privée de la SNCF qui fait les tramways de Dubaï. Donc petit 1 c'est possible, petit 2 c'est possible quand c'est privé, et petit 3 dans ce cas-là même la SNCF saurait le faire s'ils arrêtaient d'être des saloperies de fonctionnaires déguisés là qui méritent mais je l'ai. Moi je hais la SNCF. Vraiment je la déteste. Je te jure que chaque fois que je prends le train, je suis obligé de résister psychologiquement à l'énervement. J'ai envie de voir cette compagnie, j'ai envie de la privatiser, mais de la façon la plus violente qui soit, si tu veux, avec le plus de casse sociale possible. En fait, c'est vraiment, il y a une haine en moi de cette boîte, tout simplement parce que le prix d'un TGV a quadruplé et que le niveau de service a été divisé par 5, et sans compter le retard qu'on a pris sur les autres transports européens. Et maintenant, ils viennent te dire qu'ils peuvent pas faire certains trucs, alors que les autres, ils arrivent autour et ils te dépensent un pognon de dingue pour ça, pour te dire que la clim ça marche pas, la wifi ça marche pas. Oui, mais en fait, les Italiens y arrivent, et même quand ils le font rouler sur le réseau français, ils y arrivent. Donc en fait, posez-vous des questions à un moment, c'est pas possible. Oui, non, mais enfin, je veux dire honnêtement, les RER qui roulent quand il fait 40 dehors et qu'à l'intérieur il fait encore 5 degrés de plus parce que en plus les gens se sont accumulés, etc. C'est pas possible en fait. Enfin, ouais. Et je comprends pas parce qu'on oblige les gens en fait à tolérer ça, et on essaye. C'est très, moi je trouve que c'est très communiste cette manière de faire. Ça me rappelle beaucoup typiquement la gestion des pénuries dans les pays communistes. C'est-à-dire qu'on nourrit les gens de propagande en essayant de faire disparaître le réel à coup de propagande. Et on se dit oh là là, mais si je dis aux gens qu'en fait consommer de la viande c'est peut-être pas si bon pour eux, etc. Et ben ça va leur faire peut-être oublier qu'il n'y a pas de viande à vendre chez le boucher. Ouais, c'est toujours pareil. C'est exactement la même chose, quoi. Enfin, il n'y a pas de clim, donc on fait des plans canicules ou des plans je sais pas quoi. On allume des numéros verts. Les numéros verts, ils servent à quoi? Ils servent à dire aux gens ah il fait chaud, oui, ah bah pensez à boire un verre d'eau. Ouais. À moins d'avoir 90 ans et d'avoir perdu ta tête, franchement, je pense que tu es au courant que quand il fait 40, tu es censé boire un verre d'eau une fois de temps en temps. Enfin, normalement ton corps te le dit. Alors, tu vois. Ça me ramène à un truc. Tu te souviens quand on était petit ou moins petit, mais il y avait eu la canicule, je crois que c'était 2003. C'était 2003. Ouais. Et il y a eu des taxes qui ont commencé après 2003 à cause de la canicule. Et ouais, la journée de solidarité et tout, ça,
qui n'a jamais financé une seule climatisation. On se demande pourquoi. D'ailleurs, étrangement, ouais. Mais le bolchevisme ne dort jamais, t'inquiète pas. En revanche, le truc qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, j'étais un gosse et je me disais, mais comment c'est possible d'oublier de boire, en fait, si tu veux. Genre, je voyais bien qu'il faisait chaud. Je me disais, bon, que t'aies pas forcément envie de boire de l'eau toute la journée, peut-être t'as envie de prendre du jus de fruits, du coca, ce que tu veux, ok. Mais tu vas pas oublier de boire. Genre, t'as soif, tu vois. Genre, même tu vas être dans la piscine, tu vas avaler de l'eau. Enfin, je sais pas, il va se passer. Il y a un mécanisme d'hydratation qui va se mettre en place, tu vois. Je sais pas comment physiquement c'est possible, à moins effectivement d'être très vieux ou alors très faible, de pas pouvoir se déplacer. Je sais pas, je comprends pas. Honnêtement, c'est un truc qui m'échappe. Mettez des clims partout et mettez moins de messages de prévention pourris. Bah ouais, tu vois, là, pour le coup, la stratégie, c'est vraiment, on fait de la prévention, on redit les mêmes trucs en boucle aux gens et on espère que ça va cacher le fait qu'en fait, on n'a rien fait à côté, quoi. Et c'est pareil pour les écoles. Je veux dire, quand on est au stade où il faut fermer les écoles parce que, oh là là, c'est terrible, on sait pas garantir qu'il fera moins de 30 degrés dans les classes, ben, il y a un peu un souci, en fait. Et c'est pas normal de dire à des parents, venez chercher vos gamins parce que on sait pas garantir qu'il fasse moins de 30 degrés. Ouais. En fait, si, c'est possible, mais c'est possible quand ton école, elle est en Guyane, elle est en Polynésie française, elle est, tu vois, à La Réunion, ok, je peux comprendre. En métropole, à un moment, enfin, quand même, on n'est pas sur les mêmes niveaux d'amplitude climatique là-dessus, quoi. C'est pas, enfin, voilà, je trouve ça assez choquant. J'ai retrouvé l'article de BFM là, entre temps. Alors, ils l'ont modifié, ces petits malins, depuis hier, mais en gros, tiens. Du coup, c'est devenu un article de, tu sais, un peu en mode fake news, pas fake news, mais tu sais, check news, voilà, où ils te disent, en fait, c'est la montagne qui accouche d'une souris parce qu'ils te font un putain de pavé qui termine par si vous utilisez les clims toute la nuit, donc pendant 8 heures à chaque fois, toutes les nuits, votre facture d'électricité mensuelle va grimper de 2,40 € à 3,30 €. Voilà, c'est là où on en est en France. Voilà, ça va. je pense que pour rester en vie, pour rappel, 2,40 €, c'est moins que le prix d'un ticket de métro à Paris maintenant. Voilà, la RATP, une autre bonne compagnie qu'il faudrait bien fermer, ce serait une bonne chose. Donc ouais, fondamentalement, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'en fait on t'allume. C'est marrant parce qu'il y a aussi beaucoup ce côté où les mecs qui réécrivent un petit peu l'histoire au fur et à mesure qu'il y a un peu des gens qui se plaignent ou qui sont pas contents ou que ça fait des backlash ou tout ça. J'ai eu je sais pas si tu as vu passer cette espèce de sortie ahurissante de Agnès Pannier-Runacher sur la clim, comme quoi ça serait une maladaptation et qu'il faudrait s'en débarrasser, machin. Et elle était elle-même dans une salle climatisée, donc il se trouve qu'il y avait littéralement, enfin, le cadrage est incroyable. Ouais, c'est-à-dire que juste au-dessus de la tête de la meuf, il y a une dalle de clim, tu vois. Ouais. Bon. Non, mais en fait, la vérité, c'est qu'il faut mettre bizarrement, des clims partout. Putain, mais l'article de France Info qui en parlait a été supprimé. Et il a été reposté parce que t'as quand même des petits malins qui ont fini par les taguer en leur disant mais attendez les gars, comment ça se fait que ça a disparu cet article, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont fini par changer tout le chapeau pour donner l'impression que c'était, tu sais, genre juste dans un déplacement, la ministre s'est exprimée sur le problème de la chaleur et des besoins en climatisation en France, machin. Enfin, ça a évacué complètement toute la partie polémique justement de ce qu'elle avait dit. Et donc en gros, un type qui avait pas suivi le truc, en fait il va scroller, il va voir le titre, il va faire ok, ouais, bon, en gros, une ministre qui se déplace, on s'en fout, et il va pas lire ce qu'elle a vraiment dit, en fait. Ouais. En fait, oui, non, mais c'est marrant parce que, enfin, j'ai entendu un chiffre délirant l'autre jour, mais je sais pas s'il est vrai. Il y aurait eu une enquête comme quoi 75% des Français croient au moins en partie qu'ils lisent dans la presse. Mais les frérots, qui sont ces 75% de Français? Je crois que j'y ai pas accès, en fait, si tu veux. Ou alors j'espère que j'y ai pas accès parce que si tu veux, enfin, je veux dire, même franchement, les boomers de mon entourage aujourd'hui commencent à émettre des gros doutes quant à au moins certaines versions de la presse, tu vois. Donc je suis un peu, bon, bref, si ça existe, enfin, qui croit encore la presse, quoi. Pour moi, c'est vraiment que t'as un QI en dessous de 80. C'est pas possible, en fait, ou que t'as moins de 18 ans. Mais je sais pas. Bah, en fait, le truc, c'est qu'en général, tu crois certains morceaux et tu refuses certains autres morceaux, en fait. Ouais, comme tout le monde, ça c'est comme tout le monde. Et donc, si tu veux, le gars moyen, il va pas tout remettre en question. Il va juste dire, je pense que là-dessus, ils sont un peu partisans. Bon, là-dessus, je leur fais confiance. L'histoire est vraie, donc elle me plaît. Ouais. Et puis après, il va passer à mais en fait, non, sur une autre histoire, non, ça, j'y crois pas, machin. Ouais. Mais bon. C'est marrant parce que c'est un truc que j'ai remarqué depuis que j'ai une chaîne YouTube. C'est à quel point souvent il suffit d'aller lire les trucs. Mais ça, c'est un truc même qu'un mec, et pourtant, je sais que je le porte pas forcément dans mon cœur par ailleurs, mais un mec comme Michel Onfray avait dit ça. Et je mesure à quel point il avait raison sur ce truc-là. C'est quand il disait, en gros, il suffit d'aller lire ce que les gens ont écrit souvent, ou ce qu'ils ont dit, leur prise de parole, pour voir en fait vraiment la vraie nature de leur position, si tu veux. Et en fait, t'as beaucoup de gens aujourd'hui qui, genre, en fait, ils ont un avis préconçu sur un sujet, et au lieu d'aller le confronter à ce qu'a vraiment dit, vraiment écrit, vraiment pensé la personne sur laquelle ils ont eu un avis, ou les personnes qui ont travaillé sur le sujet sur lequel il a un avis, et ben en fait, elles vont se
se contenter de oui-dire, de paroles rapportées, de sources de deuxième, troisième, quatrième main. Et en fait, on le voit sur des trucs aussi triviaux que le traitement que les médias français font d'un mec comme Elon Musk, par exemple, où il y a quand même beaucoup de choses à lui reprocher, mais il y a quand même aussi enfin, j'en ai entendu des trucs complètement délirants, comme quoi c'était un ayatollah de la race blanche, enfin, des complètement fous. Et en fait, personne parle à côté des conditions de travail qui sont quand même vraiment pas top dans les entreprises qui chapeautent, si tu veux. Il y a des critiques à faire, elles sont pas faites, si tu veux. C'est ça qui est très énervant. Et ça marche aussi pour des sujets beaucoup plus littéraires. Par exemple, quand j'avais fait une vidéo sur Simone de Beauvoir, en fait, j'avais fait à la base parce que j'avais découvert, et j'avais mis beaucoup de temps en fait à le faire. J'avais découvert en lisant les romans de Simone de Beauvoir, parce que j'avais surtout lu ses essais. Comme tout le monde, un peu. Comme tout le monde, exactement. Et en lisant ces romans, j'avais découvert que tout ce qu'on disait et que je prenais pour des théories du complot de troisième ordre, comme quoi, en fait, avec Sartre, elles avaient une espèce de harem de jeunes filles mineures qui se repassaient, etc. C'est des choses qui étaient véridiques, genre 100% véridiques, qui étaient même dans une certaine mesure qui étaient assumées, en fait. Ouais, ça, qui étaient même assumées, voire même clamées, voire même une fierté dans une certaine mesure, et pour lesquelles elles avaient été récompensées par certains prix littéraires ou par des places dans le gratin parisien, avec parfois des trucs très très bizarres où ils mettaient leurs amants ensemble en couple, enfin des très très bizarres. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à en venir à ça, et il y a plein de gens qui ne veulent pas entendre les faits, si tu veux. Et je le vois dans pas mal de vidéos. Dès que j'ai une prise de position qui va à rebours de ce que le golem moyen pense, et ben en fait, il n'arrive pas à aller à comprendre en fait que j'ai peut-être fait une étape de plus qu'eux. Ils se croient toujours que c'est eux qui sont allés plus loin. Ça a été très vrai sur certaines vidéos, sur Solzhenitsyn, ça a été très vrai, sur Juan Branco, ça a été très vrai, sur comment ça s'appelle, même sur la vidéo sur Dune et les rapports à l'islam dans Dune, ça a été très vrai. La vidéo sur Boilem Sansal, ça a été très vrai. En fait, il y a eu plein de cas où en fait fondamentalement c'est eux qui ont pas fait le boulot et ils se croient supérieurs à toi. Ça, c'est vraiment un truc qui me fascine. Mais je pense qu'on est tous un peu comme ça en tant qu'être humain. Oui, et je pense que c'est pas spécifique à tes auditeurs. Hein. J'ai même non, bien sûr que non. Genre de soucis aussi sur certains sujets. Je pense typiquement à l'esthétique, en fait. Les gens qui pensent que tu sais, waouh. Ouais, sur l'art. Sur l'art, dès que tu en parles, c'est incroyable. Kant, non, mais tu vois, moi j'ai entendu parler de Kant sur France Culture. Ça y est, je suis plus au courant que toi de ce qui se pense en matière d'esthétique. Surtout comme si Kant était un truc indépassable, parce que je trouve quand même que c'est ça. Quand il a dit un certain nombre de platitudes et un certain nombre de trucs faux sur l'art qui sont quand même assez préjudiciables, en fait, fondamentalement. Ça, c'est mon avis, mais et c'est pareil pour Nietzsche avec le Dieu est mort. C'est pareil sur pas mal de sujets. Oui, c'est exactement. Donc tu as beaucoup de gens qui effectivement restent un peu bloqués sur une version des choses. Moi, j'ai aussi remarqué que souvent, de plus en plus peut-être, il y avait un jeu sur l'entête d'un article versus le corps de l'article. Ouais, toujours. Ouais, ça c'est les fact-checkers qui ont mis ça en place. Parce qu'en fait, comme ils se faisaient, le réel était résistant, ils se sont dit, on va commencer par un truc et puis après on va dire que le réel a raison dans le corps de l'article que personne ne lit. Donc en moyenne, c'est ça. Les articles soi-disant de débunkage de je sais pas quoi, c'est oui, alors vous nous avez envoyé ce chiffre qui prétend que, j'en sais rien, je vais prendre un sujet au pif, X% des 100 millions de morts, 100 millions de morts dans le communisme. Est-ce que c'est vraiment 100 millions 98,7. Voilà, c'est ça. Et ils vont te dire, il y a ça. Et ils vont te faire un article avec une en-tête pour dire, on débunk cette fausse information, cette infox, machin. Putain, c'est infox. Le mot des enfers. Le mot des enfers, qui a été payé par les impôts de Nicolas, quoi. C'est terrible. Et en fait, à la fin, la conclusion, c'est oui, non, mais en fait, c'était pas complètement faux, mais on peut pas le dire exactement comme ça. Enfin, c'est des espèces de chipotages insupportables. Ils ont des formules du genre, c'est tout le moins réducteur, ce genre de truc là. Ouais, c'est ça. Ça m'insupporte quand ils font ça. En gros, si tu l'as pas dit exactement comme moi je l'aurais dit, alors c'est faux. Non, on a le droit de le dire différemment. Il y a pas de souci. Surtout que eux, ils l'auraient pas dit, parce qu'en fait, eux, ce qu'ils savent, t'as raison, donc ils ne veulent pas parler de ça. Et en plus, il y a un niveau encore au-dessus. Alors ça, c'est ce dont t'as parlé. Et t'as la même chose au passage dans des rapports plus techniques, si tu veux. Moi, j'ai remarqué ça dans les rapports typiquement, les trucs du CESE, les trucs du Haut Conseil à l'égalité, les trucs des différents ministères, les trucs de France Stratégie. T'as aussi ce même jeu-là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des rapports obèses de 200 pages, 300 pages en PDF. Et en fait, t'as la version résumée en 2 pages, tout en haut, pour les décideurs. Donc en gros, c'est toujours présenté comme étant je sais pas quoi, executive summary, enfin, je sais plus comment on dit ça en français. Alors qu'en fait, fondamentalement, c'est juste le truc que tout le monde va lire, et c'est comme dans le rapport du GIEC, t'as la même chose. Hein. Exactement. En fait, personne va vraiment lire les 300 pages parce que c'est long, on a pas le temps. Et les gens qui le lisent sont des gens qui souvent ont une capacité de lecture inversement proportionnelle à leur charisme à l'oral. C'est-à-dire que de façon générale, tu vas pas les écouter, tu vois. Non, mais c'est des gens en fait qui ne savent pas vulgariser, qui savent pas. C'est le drame des universitaires souvent. C'est que c'est des gens qui ont beaucoup de savoir. Parfois, ils ont tellement de savoir que ça les paralyse, et quand ça les paralyse pas, ils ont pas la capacité à le transmettre de façon vivante. Ils sont chiants, et donc toi, tu dois faire un effort de volonté très très dur pour les écouter. Et c'est d'ailleurs pour ça que le métier de vulgarisateur est aussi important à notre époque, parce qu'il y a un lien à faire entre les deux. Sauf que les vulgarisateurs ont trahi leur ambition, donc ça, c'est un autre problème. Voilà, mais donc on se retrouve avec des trucs où t'as un rapport où tu penses, enfin tu vois,
qui te soi-disant te parle d'une explosion du sexisme ou je sais pas quoi, tu lis le détail du rapport et en fait tu le vois pas, tu vois, où tu dis que c'est super spécifique comme exemple et que du coup c'est pas trop généralisable à l'ensemble de la société. Et en fait, à part 15 autistes dont je fais probablement partie, globalement, tu es 14 d'entre eux, hein. Faut le savoir. Personne ne va aller lire ça en fait. Donc les gens vont s'arrêter à ce qui est marqué sur le résumé et ça reste comme ça. Après t'as un niveau qui est encore au-dessus. Alors ça c'est un niveau qui est super difficile. C'est le niveau des mecs qui ont lu le truc mais qui ont pas compris. Et ils ont pas compris. Soit alors le cas le plus simple de ce cas difficile, c'est quand ils ont pas compris parce qu'ils sont trop bêtes. Bon, ça c'est ils sont concons, ils sont passés à côté de truc. Mais souvent c'est pas ça. 95% du temps c'est pas ça. C'est qu'ils ont pas compris parce que soit ils sont de mauvaise foi, soit ils ont un traumatisme personnel qui les empêche de comprendre ce truc-là. Tu vois, ils sont liés à telle ou telle mouvance ou telle histoire familiale ou tel truc. Ils peuvent pas comprendre. Et puis parfois c'est aussi que c'est une lecture qui remonte à il y a longtemps, qu'ils ont un mot ou une tournure clé de la phrase avait un double sens et ils l'ont compris dans un sens négatif ou dans un sens positif alors qu'il fallait le comprendre dans un autre sens. Parfois ils comprennent pas l'ironie. D'ailleurs tu remarqueras que dans les romans contemporains il y a de moins en moins d'ironie. J'ai un auteur qui me faisait remarquer ça il y a pas longtemps. Il disait en fait il supprime, il a été libraire pendant des années et il a observé ça, il m'a dit il supprime l'ironie petit à petit parce qu'en fait les gens ne sont pas capables de la comprendre en fait à ce niveau-là. Et tu vois que moi je vois ça parfois dans des vidéos. J'avais fait une vidéo sur Jacques Brel à un moment, j'avais dit qu'il était mort à force de fumer 25 paquets de clopes par jour. Quand j'avais dit ça, c'était de toute façon, de toute évidence, une exagération. Et ben il y a des tas de gens dans les commentaires qui ont dit mais non, c'est faux, il fumait pas 25 paquets de clopes par jour, ça fait quand même un peu beaucoup. Les gens ne comprennent plus l'ironie aujourd'hui. Ils sont juste trop bêtes pour ça en fait. Et alors là, moi ça m'est arrivé dans une vidéo où j'avais fait un débrief d'un bouquin d'une certaine Pauline Armange qui était on lui passe le bonjour. Pourquoi je déteste les hommes ou les hommes je les déteste. Je crois que c'est les hommes je les déteste. C'est elle. Mais il y avait rien dans son bouquin. Il y avait mais Modin il en avait parlé je crois. Il était nullissime. Et en fait, tu sais que je l'ai rencontré cette meuf. Ah ouais. Ouais. Before it was cool. Et elle est bon. Elle est tarée. Bah non mais surprise. Écoute, je voudrais teaser un peu pour tous les gens qui sont venus jusque-là dans le podcast. Je prépare un épisode sur la chaîne principale qui sera consacrée à la littérature féministe des années 70. Je vous préviens. Mec, j'ai dégoté des trucs. C'est la première fois. C'est la première fois que ça m'arrive. Certaines infos, j'ai dû les vérifier 3-4 fois, même pas pour les mettre dans la vidéo. Parce que tu n'y croyais pas toi-même. Pour y croire moi-même. J'en donne une comme ça en passant. La meuf qui a inventé le concept d'écoféminisme a aussi posé des bombes dans les centrales nucléaires françaises et a fait sauter les travaux de Fessenheim dans les années 70. Voilà. Je te donne exemple d'information dans laquelle j'ai baigné, tu vois. Voilà. Je ne suis même pas étonné. Voilà. Je la connaissais pas cette info. Non mais je peux en donner plein d'autres. Il y a des meufs qui ont fait de l'écriture inclusive dans les années 70. T'as que des trucs de dingo. T'as des nanas qui ont. Non, mais en fait je vais pas partir dans ce terrier de lapin parce que sinon c'est infini. Mais en tout cas, attends, je reviens à mon histoire. Moi en fait cette vidéo, je me suis dit non mais en gros, si je la présente comme étant juste une sorte d'analyse un peu factuelle, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin, pourquoi il est intéressant, pourquoi il est pas intéressant, ça va être juste ennuyeux. Donc je m'étais dit, vas-y, je fais semblant, parce qu'à l'époque, le bouquin, quelqu'un avait voulu le censurer. Okay. Je crois que c'était Marlène Schiappa, mais j'ai un petit doute. Alors ça m'étonnerait pas parce qu'elle a une certaine propension à vouloir censurer tout ce qui va pas dans son sens, cette personne. Et donc je m'étais auto-proclamé l'avocat de la défense de Pauline Armange et je plaidais en fait ce livre était un troll génial écrit par un masculiniste qui essayait de discréditer les femmes. Ah, c'est super malin. C'est sûr. Et franchement, un jour, il faudrait que je fasse ça. Il y a facilement la moitié des gens qui ont regardé la vidéo qui sont arrivés à la fin en se disant cette vidéo ouais, mais attends, non, mais quand même, vous pouvez pas la défendre. Et puis, je suis pas sûr que ce soit vraiment un troll et tout. Et en fait, ils étaient restés bloqués à ma grille de lecture, si tu veux. Donc, c'est effrayant. Voilà. L'ironie à utiliser avec parcimonie, quand même. Et je crois que ça a été. Alors, faudrait regarder, mais je crois qu'il y a des études sur le QI qui ont prouvé. Alors, je sais pas que c'est toujours le cas, mais qu'en dessous d'un certain QI, t'es pas capable de comprendre l'ironie. Il y a des trucs si tu n'avais pas mangé de petit déjeuner ce matin, tu t'en tirais comment Pourquoi? Non, mais non, c'est une punchline très, très célèbre des mecs qui font des études sur le QI, justement. Je connais pas, vas-y, raconte. Bah, en gros, en fait, la blague, c'est que les gens en dessous d'un certain niveau, selon ces experts du QI, sont incapables d'imaginer un hypothétique. Donc, en fait, ils réfléchissent en disant bah non, j'ai mangé ce matin. Ouais. Ou alors, tu vois, des trucs comme ça. En fait, ils vont rester bloqués à
juste la situation, ils le prennent au présent. En fait, le côté. Ah oui, d'accord. Donc en fait, si je t'avais répondu en te disant, mais non, j'ai pris un petit déjeuner ce matin, ou alors non, je prends jamais de petit déjeuner le matin, tu m'aurais dit que j'étais con en fait. C'est ça que t'es en train de me dire en fait. En filigrane, un petit peu. Ouais, c'est un petit peu ça. Donc en fait, je viens de passer ton test de QI de l'extrême en te faisant remarquer que je comprenais pas cette question. Tout à fait. Voilà. Mais tu vois, en fait, le truc, c'est que après, quelque part, c'est quelque chose que tu observes aussi, sous plein de formes différentes. C'est-à-dire que les gens, quand tu leur donnes des situations où tu dois imaginer ce qui se passerait si, ou je sais pas quoi, tu remarqueras que tu as plein de gens qui ont beaucoup de mal en fait à utiliser ou à ne pas projeter des hypothétiques sur leur propre cas en fait. Ouais, tout à fait. Si tu critiques des gens ou devant d'autres personnes, tu peux avoir des gens qui disent mais attends, mais tu dis ça pour moi? Et en fait non, c'est juste que non mais t'as plein de biais comme ça. Et en fait la question c'est, est-ce que avant ces gens dans le monde béni où il n'y avait pas le suffrage universel, est-ce que ces gens fermaient leur bouche pour toute leur vie et qu'en fait on les entendait pas et qu'on les voyait pas, ou alors peut-être qu'on les entendait et qu'en fait ils ont juste laissé aucune trace dans la postérité? Je pense c'est ça plutôt. Ou est-ce que juste avant ils étaient peut-être moins nombreux, parce que je me dis peut-être que il y avait j'ai l'impression quand même que la bêtise ou plutôt disons l'idiotie, c'est-à-dire pas le déficit d'intelligence pure mais le déficit de capacité à mobiliser cette intelligence à l'instant T pour un but, j'ai l'impression que ça fait des ravages à notre époque et que ça s'accroît, tu vois. Peut-être que c'est mon côté vieux réac. Il y a une sorte d'humilité normalement tu vois, en fait je pense que tu as beaucoup de ce qu'on constate comme étant un peu de la bêtise qui correspond aussi à l'absence de perception humble de sa propre capacité intellectuelle. C'est-à-dire que tu as des gens qui s'estiment autorisés à avoir un avis sur de la géopolitique alors globalement ils savent pas faire une déclaration d'impôt ou ils connaissent pas une carte géographique de base. Ça pour le coup ça me semble normal, hein. Je sais pas si c'était autre chose qu'un salarié prélevé à la source, remplir ta déclaration d'impôt, demander d'un comptable un petit peu. Voilà, parce que là c'est dur. Mais si tu veux, globalement, moi les gens qui pensent avoir un avis pertinent le lundi sur du foot, le mardi sur de la météo, le mercredi sur de la géopolitique, le jeudi sur de l'histoire, le vendredi sur la gestion des EHPAD, je me dis qu'il y a un truc expert en tout. Expert en tout. Non mais oui, exactement. En fait à un moment donné c'est aussi qu'ils sont influencés par parce que c'est peut-être les gens qui croient aux médias, les fameux 75% là. C'est peut-être aussi qu'ils voient toute la semaine à la radio, à la télé, des gens qui dissertent doctement sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, et donc en fait implicitement ils se sentent autorisés, même invités à le faire, et qu'ils disent que socialement c'est acceptable. Je veux dire, après tout, si comment il s'appelle le Chypre peut te parler d'économie en disant n'importe quoi depuis 40 ans à l'antenne, pourquoi est-ce que un camionneur de l'Essonne ou un peintre en bâtiment du Vaucluse ou un déménageur de Bourgogne, et je cite pas des professions disons classe populaire pour être méchant, mais j'essaie de donner des métiers différents, pourquoi est-ce qu'eux n'auraient pas le droit de faire la même chose? Puis en fait à partir du moment où tout est tout et rien n'est rien et que plus rien n'a de valeur, finalement tu vois, il y a une usure de la parole, je vais pas faire du Wittgenstein, mais à un moment quand même le langage même devient fragile, quoi. Moi je vois ça typiquement, tu prends France Info, t'as une espèce de matinale là les matins avec un certain Renaud Dely, je sais pas si ce nom est connu parmi nos abonnés. Pourquoi tu t'infliges France Info? Je pense que c'est vraiment peut-être sans rire le dernier média que j'ai regardé, je pense, France Info. Que tu irais regarder certainement, mais tu vois, quand t'es dans la bagnole, que t'as pas grand chose à faire, que t'as un trajet long ou je sais pas quoi. Tu peux mettre les podcasts de bons à tirer, à un moment donné tu t'écoutes, tu zappes, tu vas écouter vite fait la radio, machin. Bon, okay. Et ce gars-là, c'est incroyable en fait. C'est le mec qui littéralement c'est l'expert en tout, quoi, l'expert en expertise, le demi-habile chimiquement le plus pur qu'on peut jamais trouver. Franchement, je te promets, et il est très fort. En fait, je trouve qu'il arrive à être très fort pour être juste ce qu'il faut de persuasif, pour te donner l'impression de manière très superficielle. C'est-à-dire que tu zappes, tu l'écoutes 15 secondes, tu sais pas que c'est lui, tu dis ah bah ok, ils avaient invité un mec qui a l'air vachement compétent sur ce sujet-là. Et puis après, quand tu l'as écouté genre 3-4 fois, tu fais attends, mais en fait, c'est toujours le même mec qui parle un coup d'écologie, un coup de ceci, un coup de ça, et tu comprends l'astuce en fait. Et donc, oui, effectivement. Tu comprends l'astuce parce que t'es intelligent, mais si t'as pas pris un bon petit déjeuner le matin, ça devient un peu difficile. Tout à fait. Eh ben, écoute, je te propose qu'on s'arrête là. Parce tout à fait, sur ces sages paroles. Il fait une chaleur dantesque, infernale, et je crois que nous avons rassasié les gens. Ils ont de quoi partir une semaine avec un peu de bonne humeur et de joie de vivre. Moi, je crois pas. On n'a pas parlé des lettres persanes. Mais c'est pas grave. Je crois qu'il leur manque surtout des bons bouquins tels qu'on peut retrouver à Carmin et à la Giberne. Donc, si vous avez aimé ce podcast, vous vous abonnez, vous le faites tourner aux amis, et ensuite www.lagiberne, www.carmin, et vous faites plaisir. Voilà, de l'exotisme. Est-ce que tu as de l'exotisme un petit peu toi dans tes auteurs? Pas la spécialité de la maison, pour le coup. Pas trop la spécialité
c'est peut-être que Belloc, ça pourrait rentrer là-dedans. Un petit peu. Il nous décrit une Angleterre un peu médiévale. Bon, est-ce que t'as ce passage dans Chesterton où il s'amuse à imaginer le pitch d'un roman dont le principe serait qu'un mec part d'Angleterre, fait un très très long voyage et revient en Angleterre et finit par planter le drapeau sur son propre parlement en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ça c'est pas mal. Bon, à la Giberne, on a quand même un peu plus. On a Rolf, le dernier titre paru à ce jour, qui quand même vous fait pas mal bourlinguer, y compris à l'Est. Donc il y a pas mal de choses là-dedans. Il y a des titres en préparation aussi qui vont bien résonner avec ça pour l'année prochaine, pour 2026. Vous en saurez plus en temps voulu. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a l'Hydre qui te plonge à la fois dans un ailleurs, c'est un monde de fantasy, et en même temps dans un récit de voyage et d'épopée. Enfin, voilà, il y a quand même des choses. Donc les gens peuvent venir, ils peuvent se rassasier. Il y a des bons bouquins, on livre partout, les gens sont contents. J'ai envie de dire, allons-y. Ah oui, attends, avant de finir, il y a un truc à dire. RIP, Rest in Peace, le tarif livre et brochure. Ah oui, nous enregistrons le premier jour où ce tarif a disparu. C'est vrai. Oui, on enregistre le 1er juillet. Et bah écoute, RIP, le tarif livre et brochure. Fin du rayonnement culturel français. En même temps, bon, à partir du moment où la culture française ça devient le CNC, le CNL, et où j'ai toujours pas ma médaille de chevalier des arts et des lettres, je pense que concrètement, on sentait que ça partait mal. Donc bah écoutez, voilà, nous à la Giberne, je sais pas comment t'as fait toi à Carmin, mais à la Giberne, nous on a calculé le truc, c'est bon, on est bien, on continue à servir partout, honnêtement, mais bah, ça a monté un petit peu les tarifs à certains endroits. Bah nous aussi ça monte un petit peu les tarifs. Pour ce qui est de Belgique, Allemagne, les pays européens, on va trouver des solutions avec des points relais a priori. Moi j'ai trouvé carrément une solution moins chère pour nos amis belges et luxembourgeois, enfin tous les ceux dans l'Union européenne. C'est même vraiment moins cher à partir du moment où ils prennent 2 ou 3 livres dans une seule commande. Ça devient vraiment moins cher qu'avant, donc ils ont gagné là-dedans. En revanche, les grands perdants, c'est les Suisses. Alors les Suisses, les frérots, c'est bah oui, votre pays a choisi de pas avoir d'accord douanier avec le monde. À un moment donné, vous payez la douane, mais littéralement la moitié du prix, ça devient la douane, quoi. Au bout d'un moment, c'est terrible. Alors si vous prenez plus de livres, ça lisse un peu le truc quand même, mais voilà quoi. Et puis les Américains aussi. Moi, les Canadiens et les Américains là, c'est bon. Mais bah, nous, écoute, on n'y peut pas grand-chose. On va essayer de faire en sorte que ce soit au prix coûtant, mais clairement le prix coûtant va être assez violent parce que vous habitez de l'autre côté de l'Atlantique, quoi. Quand les transporteurs te disent 40 € de livraison sur tel ou tel truc, c'est vrai que c'est compliqué de se positionner, de faire quelque chose de décent, quoi. Voilà, donc c'était la petite minute d'hommage à ce tarif qui avait permis pendant de nombreuses années à des gens qui habitaient à l'étranger de profiter un peu de la culture française. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, en vrai, toutes les alliances françaises, les cercles Institut français, Institut français, les machins comme ça. Je ne sais pas comment ils vont faire en fait. C'est-à-dire que fait, soit ça devient encore plus une gabegie d'argent public parce qu'ils vont passer par des prestataires privés, soit ils avaient déjà des prestataires dont on n'entend pas, qui sont des espèces de trucs qui faisaient des gabegies d'argent public avant, before it was cool. Soit c'est en fait qu'ils vont juste arrêter d'exister, mais ou mettre leurs activités au ralenti. Ils vont passer par la valise diplomatique et ça sera l'État qui va payer et donc ils se rendront compte de rien. Voilà, c'est ça qui va se passer. Ouais, mais à ce moment-là, même ils sont tributaires du fait qu'il y ait bien des valises qui partent en fait, si tu veux, à un moment donné. Que tu sais, quand on voit des valises diplomatiques dans pas mal de pays, t'envoies plutôt des documents, de l'informatique, des armes, du ravitaillement, mais t'envoies pas forcément des bouquins, quoi. Donc moi j'avais vu que la difficulté déjà pour envoyer des livres en Chine. Franchement, on le fait. C'est-à-dire, si vous écoutez depuis la Chine, vous pouvez toujours aller à la librairie française de Pékin prendre les noces de terre. Mais par contre, c'est quand même une complexité vraiment forte, quoi. Tu sens vraiment que t'es passé sur un autre monde. C'est de l'exotisme, mais d'une autre façon. Voilà, écoute, exotisme ou pas, nous allons nous rafraîchir un petit peu après ce long podcast. On dit à la semaine prochaine. On a un invité spécial la semaine prochaine, je crois. Tout à fait. S'il ne nous fait pas faux bon, on espère que ça va vous régaler. Donc voilà, abonnez-vous, activez la cloche. Et puis à la semaine prochaine, tout le monde.